Bonjour à toutes et à tous. On va attendre, bienvenue à ce webinaire de comment retourner au travail après avoir vécu un burn-out. On va attendre quelques minutes car vous êtes en train d'arriver les uns après les autres. Donc, tout d'abord, bonjour à Charlotte, Corinne, à Inconnu, donc quelqu'un qui s'est identifié sous le nom Inconnu. Donc, bienvenue à vous, chers inconnus. Bonjour à Karen, bonjour à Laure, bonjour à Sylvia, bonjour à Anne-Marie. Donc nous allons attendre juste 2-3 minutes et que tout le monde arrive et après je commence. Donc rebonjour à tout le monde. En attendant que tout le monde arrive, ce qu'on peut faire, tiens, c'est si vous pouvez me mettre dans le chat, quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu au webinaire d'aujourd'hui? Est-ce que parce que vous êtes un salarié et que vous avez vécu un burn-out et vous allez retourner à votre poste d'ici quelques jours, ou sinon vous êtes un DRH, un manager, un dirigeant et vous avez certains de vos collaborateurs qui ont vécu un burn-out et vous voulez avoir justement quelques clés pour pouvoir faciliter le retour et permettre que ce retour soit beaucoup plus fluide et serein. Alors, je vois, j'ai fait un burn-out. Ok, d'accord, je suis revenue à mon poste en formation. Ok, super. Voilà, partagez-nous un peu, voilà, quelle est la raison pour laquelle vous êtes là, parce que c'est toujours intéressant de savoir qui sont les personnes qui sont présentes. Comme ça me permet aussi de réajuster mon discours pendant le webinaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de contenu dans le webinaire. Parce que je suis quelqu'un qui donne énormément. Donc, effectivement, j'avais décidé de partir sur un webinaire qui était seulement sur comment retourner à son poste après avoir vécu un burn-out. Et entre-temps, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté suite au post sur les différents réseaux sociaux et pas mal de questions qui sont revenues justement. Donc, je suis revenue, vous allez voir, j'ai remis aussi les bases, qu'est-ce qu'un burn-out. Donc, vous verrez tout à l'heure le contenu du webinaire. Mais voilà, je pense que c'était important aussi pour que les personnes puissent aussi se reconnaître en avant, en pré-burn-out, pendant la période de burn-out et après burn-out. Voilà, on va discuter de ces 3 phases, mais effectivement, le webinaire est vraiment tourné sur comment permettre à vos salariés en tant que DRH, manager, dirigeant, de retourner à leur poste en toute sérénité. Et pareil, si vous avez vécu un burn-out, comment retourner à votre poste en toute fluidité. Donc, on va commencer. On attend encore 2-3 minutes. OK, responsable RH, comment accompagner les collaborateurs? Oui, alors vous allez voir, Rabia, qu'il y a toujours un accompagnement qui peut se faire en avance, c'est-à-dire en pré-burnout, pendant burnout et après burnout, mais je vais vous expliquer tout ça pendant le webinaire. OK, allez, on va commencer. Je vais partager mon écran. De toute façon, pour les retardataires, il y aura le replay qui sera envoyé. Donc, on commence. En tout cas, j'espère que vous êtes en vacances et que vous profitez bien, pour ceux qui sont en congé, du beau temps. À Marseille, on a un temps magnifique en ce moment, donc c'est juste que du bonheur. Allez, on y va. Alors, je vais juste mettre ça en haut pour que ce soit plus facile. De la technique et moi, ça fait toujours 2. Alors, diaporama à partir de la diapo actuelle. Allez, c'est parti. Ok, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Alors, dans le chat, je vais vous proposer de mettre effectivement si vous avez un bon son, si la vidéo est OK, si vous m'entendez, si vous me voyez. Donc, normalement, vous devez me voir dans la petite case tout en haut, à droite ou à gauche. Ça dépend de votre écran de l'ordinateur. Donc, dites-moi si c'est OK. C'est bon. OK. Alors, pour justement ce webinaire soit au maximum de son potentiel et que vous puissiez vraiment vivre pleinement ce webinaire, je vous propose de couper Facebook, de couper tout ce qui est chat, à part sur le webinaire, bien sûr. Également, d'éteindre votre portable. Alors, attendez, est-ce qu'il y a juste une chose? Je regarde qu'il y a des discussions. Parfait, tout est OK. Génial. Alors, de couper votre portable, effectivement, de le mettre sur vibreur si vous attendez une communication importante. Oula, qu'est-ce qu'il y a avec mon écran aujourd'hui?
Voilà. De mettre des écouteurs, ce sera beaucoup plus simple si vous voulez être vraiment plus en présence et plus dans le moment présent et pouvoir justement retenir parce que suivant notre mode de communication, soit nous sommes plus auditifs, soit plus visuels. Donc pour les auditifs, c'est beaucoup plus intéressant de mettre un casque sur les oreilles. Comme ça, vous avez la possibilité d'entendre et d'enregistrer plus facilement l'information. Également, de prendre un verre d'eau. Vous voyez, moi j'ai le mien. C'est toujours nécessaire aussi de se réhydrater et de prendre des notes car vous allez avoir beaucoup d'informations. Et en neurosciences, on explique que quand on écrit sur une feuille, le cerveau enregistre beaucoup plus facilement et ça va créer des chemins neuronaux dans le cerveau. Et donc, du coup, l'assimilation et la compréhension et l'apprentissage se fait beaucoup plus facilement. C'est pour ça que les écouteurs, plus le crayon et le papier, même si vous avez le replay, et en plus, c'est un bon exercice, je conseille toujours ça, de faire ça en début de webinaire, parce que c'est un bon exercice aussi pour voir ce que vous allez écrire, ce qui va être intéressant, puisque quand vous allez prendre vos notes, vous allez voir que quand vous allez réécouter le replay, il va y avoir des choses que vous n'aurez pas entendues ou que vous aurez peut-être comprises différemment. Donc, c'est important aussi de voir ce que vous comprenez, ce que vous retenez, ce qui vraiment vous marque et ce que vous avez envie d'écrire sur votre feuille de papier et voir après comparer aussi avec le replay que vous allez recevoir. Alors, pour toutes les personnes qui resteront jusqu'à la fin, je vais enregistrer ce soir, donc vous l'aurez demain. Je vais vous enregistrer une séance de sophrologie aussi que les personnes pourront utiliser justement pour vivre plus de sérénité. Donc, c'est une séance qui sera très courte, puisqu'en sophrologie, on peut avoir des séances courtes et des séances longues. Ce sera une séance qui sera très courte, donc vous pourrez la mettre en place dans votre quotidien chaque jour. Et vous verrez rapidement les résultats. C'est-à-dire qu'en sophro, plus on applique, plus on met en place, plus on pratique, parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, plus vous allez mettre en pratique, plus vous allez obtenir des résultats. Pour ceux qui n'ont pas vu nos précédents webinaires, donc on a eu un webinaire sur qu'est-ce que le burn-out, le confinement, le télétravail et le burn-out, les ateliers prévention aussi dans votre entreprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir là-dessus, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit dans les anciens webinaires. Ce que je vous propose, c'est soit de nous envoyer un mail à contact@burnoutfrance.com ou sinon vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Alors vous tapez Burnout France, vraiment les deux mots, et vous allez voir, je crois qu'on apparaît avec Burnout France à la 3e ou 4e ligne, vous avez le sigle de Burnout qui apparaît. Et là, vous pouvez cliquer, vous allez voir, on a toutes nos vidéos aussi sur la méthode qu'on propose en accompagnement. Et également, on a 3 vidéos sur le burn-out parental. Donc, pour les parents qui sont là aujourd'hui et qui auraient justement dans leur entourage des personnes qui vivent un burn-out parental, sur les 3 vidéos, il y a justement comment ça se passe, qu'est-ce que c'est et les clés et les solutions dans la 3e vidéo. Alors, notez dans le chat, parce que c'est vrai que je suis en diaporama, donc notez vraiment dans le chat toutes les questions. Et ce que je vous propose, c'est vraiment soit je réponds en fin de webinaire, mais généralement, j'ai des slides qui sont assez remplis, donc les 1 heure suffisent à peine. Donc, notez voilà, toutes vos questions, soit j'y réponds à la fin du webinaire, soit sinon j'en prends note. Et je fais des vidéos ou un podcast qui vous sera envoyé la semaine d'après, généralement, qui suit le webinaire. Alors, aujourd'hui, à qui s'adresse ce webinaire? C'est vraiment si vous avez vécu un burn-out et vous souhaitez comprendre ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire soit vous avez mis un accompagnement avec un psychologue ou un coach en place, soit vous n'avez rien fait. Et il est vraiment essentiel de comprendre ce qui se passe dans les phases avant burn-out, pendant burn-out et après. Soit vous voulez connaître les étapes par lesquelles vous êtes passé pour ne pas rechuter, ou sinon vous voulez avoir des clés, des outils pour retourner au travail en toute sérénité. Soit effectivement vous êtes un DRH, un manager, un directeur et vous souhaitez éviter les rechutes et surtout accompagner le retour au travail de vos salariés, de vos collaborateurs en toute sérénité, en fluidité, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on est manager, dirigeant ou DRH pour pouvoir accueillir le retour du salarié, mais au mieux, parce que les autres collaborateurs parfois ne comprennent pas ce qui s'est passé, ils ont une surcharge de travail suite au départ de la personne, donc il y a tout ça à accompagner, un avant et justement un accompagnement bien spécifique le jour du retour de la personne au travail. Également, vous souhaitez éviter de cultiver le terrain favorable à l'apparition du burn-out dans votre entreprise et favoriser un mieux-être et surtout une qualité de vie au travail, puisque plus on favorise une qualité de vie au travail, mieux on a de performance et on a des personnes qui s'impliquent beaucoup plus et on a un retour de l'enthousiasme. Plus on travaille dans l'enthousiasme, mieux on obtient de meilleurs résultats et on a vraiment une optimisation des résultats à la fin de l'année qui est complètement différente. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce que le burn-out, comment le processus se met en place, par quelle étape la personne passe après un épuisement professionnel et quelles sont vraiment les clés pour un retour dans l'entreprise, aussi bien d'un point de vue du salarié que du DRH.
Alors moi, qui je suis Laurence Burcevic, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, un enfant de 20 ans et un enfant une fille de 18 ans. Aujourd'hui, je suis, experte en savoir-être en leadership. J'accompagne les cadres, les managers et les dirigeants qui sont à la limite de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un et qui ont compris surtout qu'il était essentiel de travailler sur soi pour vivre différemment cette étape que la vie nous propose. Car il y a toujours un avant et un après burn-out. Il y a un cadeau caché. Le burn-out n'est pas là pour rien, aussi bien dans l'entreprise que pour le salarié, que pour la personne, le particulier. C'est vraiment un panneau où il y a écrit attention, remise en question. C'est un peu comme, si vous voulez, on peut dire que c'est un peu comme un chaos qui arrive pour la personne, mais de ce chaos, justement, on peut renaître et on voit des plus grands chaos dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu un chaos, il y a eu une renaissance derrière, il y a eu une reconstruction derrière, et c'est exactement ce qui se passe avec le burn-out. Alors, mon parcours professionnel, en quelques mots, hein, je vais le faire vite parce que j'ai un parcours professionnel très riche. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant plus de 25 ans en entreprise en tant que directrice commerciale, négociatrice, acheteuse. Enfin, je pense que j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans la vente et dans le commerce pendant 25 ans, dans différents secteurs d'activité. Donc, j'ai toujours eu cette capacité de m'adapter, d'apprendre très facilement, de comprendre. Mais je ne faisais pas vraiment attention à moi, je ne gérais pas mes émotions, j'étais toujours en pic émotionnel, j'avais une gestion du stress qui était catastrophique. Donc pendant des années, j'ai continué comme ça, j'ai ouvert plusieurs entreprises, enfin j'ai même ouvert un site e-commerce de vente de prêt-à-porter qui fonctionnait très bien, puisque voilà, à chaque fois j'avais envie, j'avais besoin de challenge, j'avais besoin d'apprendre, j'étais vraiment dans cette quête d'apprentissage, mais je ne faisais pas attention à ce que mon corps était en train de me dire. Et petit à petit, voilà, j'ai vécu des choses dans la vie comme tout le monde, hein, un mariage, des enfants, un divorce, des décès, des choses qui m'ont impactée. Et comme je n'étais pas prête et que je n'avais pas travaillé sur moi à tous ces niveaux-là, au niveau des émotions, au niveau de la gestion du stress, bah, le dernier poste que j'ai eu, je travaillais en tant que business analyst dans un grand groupe américain et je travaillais vraiment en décalage horaire. C'est-à-dire que je travaillais nuit et jour, puisque la journée, j'étais en France, enfin, je travaillais avec la France, et la nuit, j'étais en call conférence avec les États-Unis, où je préparais, voilà, je travaillais nuit et jour, j'avais plus du tout de temps pour moi, j'étais incapable de gérer mes priorités, de gérer mon temps, et mon corps m'a commencé à m'envoyer des signes, comme quoi il fallait vraiment m'arrêter, qu'il était essentiel de prendre en compte ma personne et de me considérer moi-même, et de me reconnaître moi-même aussi de la valeur, plutôt que d'attendre que les autres connaissent sans arrêt ma valeur, puisque j'étais un peu dans le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire que je faisais, toujours dans ce perfectionnisme, dans cette quête du perfectionnisme, à vouloir toujours bien faire, que tout soit parfait, aussi bien d'un point de vue familial que d'un point de vue professionnel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, mon corps a dit stop et j'ai vécu un burn-out. Alors, quand j'ai vécu ça, ça a été un peu une hécatombe, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le chaos qui s'est présenté dans ma vie, je savais plus trop ce qui allait se passer, ce que j'avais envie de faire. Et donc, effectivement, quand on vit un burn-out, si c'est ce que vous avez vécu, bah, vous savez par quoi on passe, hein. On va voir dans un premier temps son médecin. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée vraiment avec un burn-out à un niveau très élevé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans mon lit un mardi matin, complètement paralysée du cou jusqu'au bas des pieds. Je n'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à me relever. Et bon, petit à petit, vous verrez, hein, il y a des vidéos sur YouTube où j'explique mon parcours. C'est aussi intéressant de comprendre ce par quoi je suis passée, puisque je comprends ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et effectivement, j'ai pas voulu, voilà, dans un premier temps, je suis allée voir mon médecin qui m'a envoyé chez un psychiatre, qui m'a donné des antidépresseurs. Alors c'est vrai qu'au départ, j'étais pris hein, pendant une semaine ou deux et j'ai vu l'effet que ça avait sur moi et je me suis dit, il y a sûrement autre chose que les médicaments, que prendre ces antidépresseurs et pleurer toute la journée. Il est essentiel. Alors moi, j'ai fait le switch très rapidement, hein, les personnes peuvent le faire plus longuement aussi. Ça dépend de chacun, hein, ça dépend de l'état d'éveil de chacun. Et à ce moment-là, je me suis posé les questions de savoir qu'est-ce que je pouvais mettre en place à part prendre des médicaments. Et donc, je me suis formée tout d'abord pour moi à la sophrologie, à la PNL, à l'EFT, qui est une technique de régulation des émotions et de libération émotionnelle. Également, je me suis formée en tant que coach, je me suis formée aux neurosciences, à la physique quantique. Enfin voilà, j'ai fait plein de formations au début pour moi, à l'analyse transactionnelle, pour comprendre aussi comment je fonctionnais. Et puis, avec toutes ces formations, à un moment donné, tout le monde me disait que j'étais compétente dans ce que je faisais, et puis je reprenais confiance en moi. Donc, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas ouvrir un cabinet et accompagner les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Alors, au départ, je me suis posé la question si j'accompagnais les personnes qui avaient vécu un burn-out ou si j'accompagnais toutes sortes de personnes. Donc, c'est vrai que j'ai ouvert vraiment le cabinet. J'ai ouvert un cabinet à Marseille, un deuxième cabinet à Aix, où j'ai accompagné en tout à peu près 290 pas. J'en ai accompagné 350 aujourd'hui, mais à
l'époque, j'avais accompagné, je crois, 280 personnes et sur ces 280, 250, j'étais à 190 qui avaient vécu un burn-out. Donc, j'attirais vraiment ce type de personnes qui avaient vécu les mêmes choses que moi. Donc, effectivement, je comprenais ce qui se passait et ce qui s'était passé chez la personne, le mécanisme, puisque je l'avais d'abord étudié pour moi. Et ensuite, donc j'ai créé avec ces personnes qui viennent me voir en cabinet la méthode Respire, également en relation avec les médecins. Donc l'objectif de cette méthode, c'était à l'époque, c'était vraiment d'accompagner les gens pour diminuer petit à petit les médicaments et pour retrouver justement l'enthousiasme, la sérénité, la paix intérieure, apprendre à qui on est, être connecté à son être intérieurement, parce que plus on se connaît, plus on apprend à se connaître, plus on comprend ses comportements et son mode de fonctionnement, mieux on est prêt justement à retourner au travail et retourner dans la vie active. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, je me suis posé la question de savoir effectivement tous ces cadres, tous ces managers et ces dirigeants qui venaient me voir, parce que c'était essentiellement ma clientèle. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui était l'élément déclencheur au départ pour justement que ces personnes arrivent à ça. Parce qu'effectivement, le mécanisme du burn-out, je le maîtrisais. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Et en travaillant, en analysant tout ce que j'avais vécu avec mes clients, je me suis rendu compte qu'il était essentiel pour tous ces cadres, ces managers et ces dirigeants. Alors maintenant, on en parle, hein, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Je vous parle de ça, c'était en 2016, 2017. J'ai vraiment pris conscience qu'il était essentiel de travailler sur les soft skills. Alors, ce n'est pas les soft skills comme on les entend aujourd'hui dans le monde du travail, vraiment sur le savoir-être, sur l'alignement, sur la confiance en soi, la gestion du stress. Donc voilà, on pourra en discuter si vous voulez lors d'un appel téléphonique que je vous propose à la fin du webinaire, mais on verra. Voilà, donc c'est vraiment essentiel pour les cadres, les managers de travailler sur le savoir-être et de travailler aussi sur leur leadership. Donc, j'ai créé en parallèle un centre de formation du savoir-être et du leadership où là, j'accompagne justement tous les cadres bien avant qu'il y ait cette étape de burn-out, justement, pour pouvoir éviter et prévenir le burn-out dans l'entreprise. Et depuis quelques temps, donc maintenant je travaille avec plusieurs entreprises, depuis 3-4 ans, j'ai ouvert le centre qui fonctionne merveilleusement bien. Et depuis quelques temps, justement, depuis la crise de Covid, de plus en plus de DRH reviennent vers moi en me disant, on a de plus en plus, alors des clients que je ne connaissais pas auparavant, mais qui ont entendu parler de mon travail et qui ont entendu justement parler de la méthode Respire et qui m'ont demandé de suivre et d'accompagner leurs cadres, leurs managers et leurs dirigeants et également les personnes qui ont vécu un burn-out pour leur retour au travail. Ce qui m'a permis justement, pendant cette période de Covid, de dire, OK, qu'est-ce que je mets en place? Parce que c'est vrai qu'on voit que ça devient une hécatombe, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes et qui vivent un burn-out dans l'entreprise. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé la plateforme burnoutfrance.com et où justement, je propose des accompagnements, des ateliers prévention en entreprise. Voilà qui je suis. J'espère que j'ai fait vite. Et on commence. Alors aujourd'hui, pourquoi je fais ce webinaire? Parce que justement, je constate que toutes les personnes qui viennent me voir pour se faire accompagner après un burn-out ont toutes la même préoccupation, c'est le retour dans l'entreprise. Mais également de la part des DRH, des managers et des dirigeants, c'est comment accueillir la personne après qu'elle ait vécu un burn-out. Il y a de plus en plus de personnes et même d'entreprises qui proposent des ruptures conventionnelles après un burn-out, alors que ce n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas parce que la personne est partie qu'elle n'a pas envie de revenir. Si on met bien les choses en place et si on fait bien le travail de prévention, vous allez avoir des personnes qui vont revenir. Déjà, c'est un coût pour l'entreprise de faire une rupture conventionnelle, c'est un coût de recruter de nouvelles personnes, de former de nouvelles personnes. Donc, c'est vraiment essentiel de garder la personne qui a travaillé chez vous. Plus vous allez mettre des choses en place, plus vous allez mettre des choses en prévention, plus vous allez garder ces personnes et éviter justement qu'elles en arrivent à ce stade de burn-out. Également, les personnes qui ont vécu un burn-out, généralement, elles retrouvent un poste très rapidement parce que justement, ce que je viens de vous dire, dans l'entreprise, il n'y a rien qui a été mis en place alors qu'il est possible de retourner à son ancien poste dès qu'on met en place de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes. Mais ça se fait à deux, ça se fait vraiment entre le salarié et l'employeur. Donc, la triste vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a 30 à 50% de rechute lors de la première année du retour au travail des personnes qui ont vécu un burn-out et qui n'ont rien fait. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on vit un burn-out, on va voir son médecin, le médecin nous arrête quelque temps, il constate et il déclare, ça y est, c'est un burn-out, donc on va voir la médecine du travail. En plus, la plupart du temps, la médecine du travail, dès qu'il y a marqué burn-out, c'est ce qu'une cliente m'a dit l'autre jour. Elle m'a dit, oui, la médecine du travail, quand elle a vu burn-out, le médecin n'a pas mis burn-out, il a mis dépression
sur le papier parce qu'il il m'a dit que s'il m'était burn-out, je n'allais pas être prise en considération et je n'allais pas avoir les mêmes retours de la part de l'assurance maladie. Donc, vous voyez, il y a encore, même de la part de l'assurance maladie, vraiment un clivage en disant si vous êtes dépressif, c'est bon. Si vous avez un burn-out, c'est pas bon. Alors que la dépression et le burn-out n'est absolument pas la même chose. Donc, il est essentiel de comprendre qu'un burn-out, ce n'est pas une dépression. L'état dépressif est complètement différent d'un burn-out. Un burn-out, s'il n'est pas accompagné, si on ne met pas certaines choses en place, effectivement, peut amener à de la dépression. Mais quand on vit un burn-out, on n'est absolument pas dépressif, ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques, ce n'est même pas les mêmes choses qui amènent à un burn-out. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et même dans l'entreprise, c'est important de comprendre que les personnes qui font une dépression sont une typologie de personnes et les personnes qui font un burn-out sont une autre typologie de personnes. Également, il est essentiel de prendre conscience aujourd'hui que nous sommes aux prémices d'une hécatombe et d'une crise grave dans le monde de l'entreprise. Je le vois autour de moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de managers et de dirigeants qui sont en train de vivre un burn-out, de plus en plus de salariés qui vivent un burn-out. Il y a de plus en plus une pression dans l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier que de toute façon, quand votre N+1 ou N+2 vous met une pression, c'est que lui aussi, au-dessus, il met une pression. Il est en train de vivre une pression. Pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais de savoir-être des dirigeants et de leadership, c'est ça, développer son savoir-être. C'est-à-dire, quand j'ai ma pression au-dessus de mon N+2, hein, et moi je suis N+1 par rapport à mes équipes, quand j'ai la pression en tant que manager de mon N+1, on va dire, ou de mon N+2, si effectivement je ne fais pas tampon, si effectivement je ne prends pas sur moi, si je ne suis pas en capacité d'analyse en disant, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux proposer à mes équipes pour qu'on se remonte ensemble et qu'il n'y ait pas cette coopération ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Le manager, le dirigeant va vivre cette pression qu'on est en train de lui mettre au-dessus pour lui. Il va être une éponge et quand il va retourner dans son équipe, il va redonner le bébé. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer lui-même, il va généralement redonner ce qu'on lui a donné comme pression en haut. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si au-dessus de vous, vous avez un N+1 ou N+2 qui est dans ces caractéristiques-là, où le management n'est pas mis en place, où il n'y a pas un management de qualité de vie au travail et un management où on a vraiment justement tout ce qui est essentiel pour une sérénité et une fluidité dans le poste, c'est peut-être parce que votre N+1, peut-être que lui aussi, il est en train de vivre une pression de la part de son N+1 et qui est, voilà, ça fait un peu effet domino, c'est vraiment effet boule de neige. Donc, c'est vraiment important. C'est pour ça que quand une personne vit un burn-out dans votre entreprise, en tant que DRH et en tant que manager, il est essentiel d'écouter la personne qui vit un burn-out parce qu'elle vous explique ce qui se passe dans le service. Et parfois, on a des œillères, parfois en tant que DRH, en tant que manager, comme on n'est pas sur le poste, on n'est pas dans l'équipe, on n'est pas on n'est pas présent, donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc, quand votre salarié vient vous remonter l'information qu'il est en train de vivre un burn-out parce qu'il y a trop de pression, parce que ça fonctionne mal ou parce que le management n'est pas de qualité, il est essentiel de l'écouter. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et plutôt vous allez mettre des choses en place, aussi bien pour votre entreprise que vos salariés, plutôt vous allez transformer la situation en positif. L'effet domino est puissant parce que dès qu'un salarié est touché dans une entreprise, il y en a 5 qui suivent. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Donc, quelques chiffres avant de commencer. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoyait qu'en 2020, donc avant le Covid, avant la Covid, que le burn-out serait la principale cause d'incapacité de travail. Et déjà, l'OMS classait, donc ça c'était en 2019, classait la France au 3e rang mondial des dépressions liées au travail. Donc, vous voyez, l'OMS a aussi englobé la dépression et le burn-out, c'est-à-dire que pour eux, c'est exactement la même chose. Et donc, on nous a placé quand même 3e rang mondial des dépressions liées au travail, ce qui est quand même, alors généralement on aime bien être placé en 1er rang en France, mais là cette place n'est pas très significative d'un potentiel énorme de la part de nos entreprises. Et quand une personne fait un burn-out et qu'un matin elle peut plus se lever, ce n'est pas 15 jours d'arrêt, mais en général 6 mois, 1 an. Il est vraiment important que la personne puisse faire de la place aussi, se libérer, faire le ménage dans ce qu'elle veut et dans ce qu'elle est. Donc, il y a du temps, c'est-à-dire que quand vous allez avoir une personne qui va être au début de burn-out, en pré-burn-out, il va y avoir des phases. Si vous ne travaillez pas en amont, ce qu'on a dit tout à l'heure, plus tôt vous allez mettre de la prévention, mais même en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, plus tôt vous allez travailler sur la prévention et les différentes phases,
plus vous allez éviter justement que la personne soit en arrêt de maladie et après justement l'effet domino puisque l'arrêt de maladie va engendrer plus de travail pour les collaborateurs et également aussi un remplacement de personne, le temps pour la former. Donc, c'est vraiment un coût aussi pour l'entreprise et aussi pour la personne elle-même puisque plus elle va vivre son burn-out et plus elle va être dans les différentes phases, elle va être dans un mal-être. Donc, ça va aussi impacter aussi l'environnement dans l'entreprise. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le burn-out, comment le processus se met-il en place, par quelle étape la personne passe après un épuisement professionnel et quelles sont les clés pour un retour au travail facile et fluide. Donc, le burn-out, là, je vais vraiment aller très rapidement sur ces slides-là. Comme je vous disais tout à l'heure, allez voir nos webinaires sur la page YouTube Burnout France et vous aurez tous les anciens webinaires où là, c'est vraiment expliqué. Vous avez des webinaires d'1 heure sur chaque thématique. Donc, Sabine Bataille, dans son livre, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit qu'il est difficile d'identifier le démarrage ou l'événement qui aura mis le feu aux poudres, car il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais d'une succession d'événements et d'un enchevêtrement de faits influencés par des facteurs différents et interactifs entre eux. C'est pour ça que c'est essentiel en tant que manager, cadre, dirigeant et DRH que vous travaillez sur tout l'environnement dès qu'une personne vit son burn-out. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une seule chose sur laquelle vous devez travailler, il n'y a pas seulement une seule chose qui va impacter la personne. Il y a plusieurs facteurs. Donc, le burn-out, c'est vraiment un stress qui est subi au travail. C'est un stress qui va être de manière prolongée, qui va se mettre de plus en plus en place dans le corps. La personne a de plus en plus de mal à évacuer ce stress. Elle va l'emmagasiner. Et plus ce stress va être emmagasiné, ça va générer une fatigue. Et la personne va commencer à douter de ses compétences, sur ses qualités d'appréciation sur elle-même. Elle va commencer à être dans l'irritabilité, dans l'épuisement. Et au départ, ça va être un épuisement émotionnel. Et ensuite, on va avoir un épuisement physique qui va se mettre en place. Donc, ça n'apparaît pas brutalement dans la vie d'une personne, c'est vraiment un processus qui se met en place. Et plus vous allez apprendre en tant que DRH, manager dirigeant, à prévenir, c'est-à-dire plus vous allez connaître les phases de burn-out, plus vous allez être capable, et même en tant que manager ou en dirigeant, vous allez être capable de détecter quels sont les signes avant-coureurs et quelles sont les personnes qui sont en risque de burn-out. Et plus justement, vous allez pouvoir mettre un accompagnement, même un encadrement de votre part, plus propice et plus pertinent vis-à-vis de la personne. Donc, réagir le plus tôt possible et mettre en place des stratégies qui permettent à la personne stressée de se reposer, de récupérer, de s'éloigner de la source de stress pour éviter une longue période de maladie. Parce que c'est vraiment ça. L'autre jour, j'ai une personne sur LinkedIn qui m'a contactée et qui m'a dit je suis en train de faire un burn-out, je suis arrêtée, qu'est-ce que je dois mettre en place? Je pense déjà à ma reconversion. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien de repenser à votre reconversion quand vous êtes en burn-out et vous êtes en arrêt de maladie. Le corps est en train de vous dire je suis épuisé, je suis fatigué. Ne pensez pas déjà à une reconversion. Il y a des étapes qui sont nécessaires avant de penser à une reconversion. Le corps est fatigué. Il est essentiel de le mettre au repos. Donc, suivant les différentes phases en tant que manager, dirigeant et DRH, même en tant que salarié, quand vous allez connaître les différentes phases et quand vous allez dire, OK, là, je suis en phase 1, je suis en phase 2, je suis en phase 3, OK, je m'arrête 15 jours où je prends une semaine de vacances, où je vais commencer à mettre de nouveaux outils en place. Je vais prendre du temps pour moi, je vais mettre plus de temps de pause dans ma journée. Et je vais justement plus compartimenter ma journée. Enfin, il y a des outils pour ça. Et mettre des choses en place différentes et changer certaines choses dans ma vie. Et petit à petit, justement, je vais pouvoir prévenir et éviter d'arriver à l'arrêt de maladie. Alors, il y a 4 phases avant d'arriver, 3 phases avant le burn-out étant la 4e phase. Donc, la première phase, c'est une phase d'alarme où vraiment on a le stress qui s'installe. C'est vraiment le premier signe de cette phase de burn-out. Mais voilà, donc on a ce stress qui se met en place. Le corps, en neurosciences, on nous explique, même en science, on nous explique que le corps a cette capacité d'homéostasie, c'est-à-dire qu'en réalité, notre corps est fait de cette manière, c'est-à-dire qu'on peut vivre du stress, c'est-à-dire que notre corps est fait normalement pour être dans la zénitude complète et être dans le bien-être. C'est-à-dire que si on ne vit pas de période de stress, si on gère mal ses émotions, si on a une vie qui est sereine et calme et parfaite, on va dire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ça c'est normal, on n'est pas des êtres, l'être humain n'est pas parfait et encore heureux, sinon on s'ennuierait. Donc le corps est fait en réalité pour vivre 120 ans.
C'est-à-dire qu'on a une longueur de vie qui est déjà programmée hein, d'après nos cellules et d'après d'un point de vue scientifique pour 120 ans. Donc, pendant ces 120 ans, si on a une vie qui est tranquille, on a une vie qui est comme ça. C'est-à-dire, voilà. Mais donc, l'homéostasie ne se met pas en place, puisque même si le corps a la capacité de revenir à l'état plat, comme on ne vit pas de période de stress et de choses dommageantes pour notre corps, bah, tout est au calme, tout est parfait. Par contre, quand on vit une période de stress, bah, l'homéostasie, ça veut dire que là, je vais vivre un pic de stress. Et si je n'ai qu'un pic de stress, je vais redescendre à l'état normal. C'est ça l'homéostasie, c'est-à-dire que le corps va reprendre son état normal et va retourner dans un état de paix. La difficulté qu'on a quand on vit un burn-out, c'est que cet état de stress, on ne l'a pas une seule fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec un stress et puis après, c'est le calme plat, un stress, le calme plat, où on va permettre au corps de récupérer ses ressources et ses capacités pour être à 100% de son potentiel. Non, nous, ce qu'on demande à vivre à notre corps, c'est ça. C'est un stress, 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 un stress. Et le stress va nous stresser aussi, la fatigue va arriver, donc on va avoir du mal à gérer le stress. Donc ça va être vraiment une boucle qui va être infernale et qui va nous emmener petit à petit à l'étape suivante, qui est la phase de résistance. C'est-à-dire que quand on a ce stress qu'on vit, le corps va s'adapter et la personne va s'adapter progressivement à ce stress qui est permanent et elle va commencer à être dans un déni. C'est-à-dire que comme au départ, c'était un stress qui était difficile, mais elle a réussi à le surmonter en se suradaptant, puisqu'elle va aller chercher des ressources et des capacités qui sont énormes à l'intérieur d'elle-même, mais elle va être vraiment dans cette période de suradaptation. Et comme elle est en suradaptation, elle va être dans le déni en disant « Ok, c'est un peu stressant, mais ça va, je gère ». Et vous allez arriver, justement, vous allez voir des personnes qui sont au bout du rouleau, qui sont au bout de craquer. Mais quand vous allez leur dire, tu es fatigué, repose-toi, la personne va vous dire, non, non, pas du tout, tout va bien, je gère. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la DRH avait déjà vu, la personne qui s'occupait, la directrice des ressources humaines avait vu que j'étais vraiment dans cet état où j'étais à la limite de craquer. Elle est venue me voir en mois de décembre en me disant, Laurence, tu ne peux pas continuer comme ça. Il est essentiel que tu prennes 10 jours de vacances. Je t'interdis de revenir pendant les vacances de Noël. Tu pars, tu ne restes pas au poste, je ne te veux pas à ton poste et tu ne prends pas l'ordinateur. Et ça a été pour moi un choc en disant, mais non, t'inquiète, Annie, je gère, tout va bien et tout. Et c'est vrai que parce qu'elle avait vu, hein, elle avait déjà vu les signes avant-coureurs de ce que j'étais en train de vivre et de ce que j'allais mettre en place, de ce que je mettais en place, mais même sans m'en rendre compte, j'étais vraiment dans cette phase de déni. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces différentes phases. Ensuite, justement, comme on est dans le déni, on sent de moins en moins les choses, mais on a la phase 3, où dans cette phase 3, on est vraiment dans la phase de rupture, c'est-à-dire que le corps, on a déjà les symptômes de la phase 1 qui reviennent, mais on n'est plus en capacité de résistance. Et justement, dans cette phase 3, on ne peut pas accompagner la personne. On ne peut rien faire. La personne est vraiment sur le point de craquer. Le seul moment là, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de s'arrêter, de se reposer. Généralement, la personne ne se repose pas à ce moment-là et on arrive à la 4e phase qui est la phase du burn-out. Alors, je passe vite sur les slides, hein, comme vous aurez le replay, vous pourrez les lire. Mais là, je ne vais pas vous lire tous les paragraphes les uns après les autres. Ça prendrait beaucoup trop de temps et il y a beaucoup plus d'informations derrière qui suivent. Alors, le burn-out, c'est vraiment une fatigue, douleur dans la poitrine articulaire, des émotions variées, frustration, poursuite d'idéaux élevés, troubles du sommeil, troubles digestifs, des vertiges, malaises. Voilà, j'ai une patiente qui, on peut le voir, hein, dès que quelqu'un vient vous voir. J'ai un médecin qui m'a envoyé une de ses patientes. Et donc, cette personne, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, j'ai des vertiges aux oreilles en permanence. Et je lui ai dit, OK, vous êtes vraiment en train de vivre un burn-out. C'est les prémices, c'est les premières clés. C'est ce que votre corps est en train de vous envoyer comme signal d'alarme. Est-ce que vous êtes OK? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on a mis un accompagnement en place dès le début de vertige et la personne est retournée à son poste et aujourd'hui, ça va très bien. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le corps vous envoie des signaux et le corps ne fait pas ça parce qu'il ne vous aime pas hein, ou qu'il veut vous punir ou quoi que ce soit. C'est que le corps est fatigué, il n'en peut plus. Donc, au départ, il va vous envoyer des signes qui sont tout petits, c'est-à-dire des maux de tête, une fatigue, voilà. Et puis petit à petit, comme vous n'allez pas écouter, que vous n'allez pas vous mettre en repos, il va vous envoyer des signes de plus en plus grands et de plus en plus forts. Donc, c'est important de traiter très rapidement dès que vous avez les premiers signes.
Ensuite, peut-être que vous ou une personne dans votre entourage va traverser depuis quelque temps des horaires de travail élargis, une suractivité, des crises de pleurs ou une indifférence émotionnelle, parce que c'est ça aussi le burn-out. C'est qu'on arrive, comme on est dans le déni, on va se couper complètement de ses émotions, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Et plus on va se couper de ses émotions, plus on va être dans l'indifférence émotionnelle, c'est-à-dire ce qui va arriver aux autres. On est vraiment, on a vraiment une prise de recul, c'est-à-dire on n'est plus concerné. On se met vraiment dans notre bulle et plus personne ne peut rentrer dans cette bulle. Je deviens vraiment un robot, je fais les choses machinalement. J'ai une vie qui est rythmée, mais un peu comme un robot, et j'ai plus justement le côté émotionnel qui est là. Je fais les choses, mais sans y prendre goût, sans y prendre de plaisir et sans avoir de sens. C'est-à-dire que j'ai plus aucun sens dans ce que je mets en place et dans ce que je suis et dans ce que je fais à mon poste de travail. Une déshumanisation des rapports, des difficultés à imprimer plus d'informations, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à la concentration et mal à comprendre aussi, mal à comprendre l'information qu'on est en train de me donner. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'ai ma responsable hiérarchique qui est venue m'expliquer un dossier. J'étais en face d'elle, j'étais complètement coupée émotionnellement de ce qu'elle était en train de me dire. J'étais complètement coupée de l'information. Je ne comprenais pas ce qu'elle était en train de me dire. C'est-à-dire que je la voyais en face de moi, elle me parlait, mais à un moment donné, je n'imprimais plus du tout, quoi. L'impossibilité de se concentrer et un retrait social des relations amicales dans la vie privée aussi, et un sommeil qui est non réparateur. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le processus se met en place et quelles sont les étapes pour se reconstruire. Donc là, je vous ai fait une comparaison donc, avec la méthode que j'utilise, moi qui est la méthode Respire, mais qui a été créée vraiment par rapport au modèle des différentes phases du changement d'Hudson, donc vous pourrez regarder sur Internet, hein, de toute façon, je vais vous expliquer le process. Mais c'est vraiment justement comment... parce que quand on vit un burn-out, on l'a dit tout à l'heure, c'est un signal d'alarme pour pouvoir changer les choses. C'est vraiment un panneau de signalisation qui vous dit stop, arrêt, changement radical, renaissance, reconstruction. Donc, mais Hudson, justement, a compris qu'il y avait des différentes phases pour que la personne puisse être dans un changement. C'est-à-dire qu'avant que la personne accepte un changement, elle passait par différentes phases dans sa vie. Donc, comprendre le mode de changement d'Hudson, c'est vraiment comprendre ce par quoi vous êtes passé et comment on peut retravailler. Donc la première étape, vous voyez ici, c'est phase 1, on y va. En réalité, c'est la phase de lancement, c'est la phase de rêve, de plan. On est dans une étape de concentration, on est vraiment dans une mise en place des actions. C'est un peu comme, voilà, donc un exemple, j'arrive dans une nouvelle société, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est la lune de miel, tout se passe merveilleusement bien, je suis dans une période d'apprentissage, j'apprends de nouveaux concepts, de nouvelles façons de voir, je suis à fond dans mon travail, je suis vraiment investie, je suis vraiment présent. Et ce qui se passe, c'est que alors cette phase, hein, elle peut durer plusieurs mois, hein, c'est vraiment une phase où tout va bien. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, vous voyez ici, on a le point culminant. Alors, en réalité, culminant, alors on peut appeler ça aussi, Hudson appelle ça la phase de plateau. Ouais, je ne trouvais plus le mot. La phase plateau, c'est-à-dire qu'effectivement, on va, vous voyez, là, on est dans le nouveau départ, hein, on va vivre justement pendant toute cette période-là, tout cet apprentissage, on est super content, tout se passe bien, on a de nouveaux collègues, tout est génial et tout est, mais voilà, un peu comme dans un rêve, quoi. On est vraiment dans cette phase. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un la première fois, voilà, on est hyper amoureux, l'amour, on a le coup de foudre, il est parfait, il est génialissime. Bah voilà, dans son poste, c'est la même chose. Le poste est génialissime, c'était le poste qu'on attendait depuis des années. C'est le poste, voilà, qui nous promeut à un chemin de vie extraordinaire. C'est le rêve, le poste qu'on attendait toute notre vie, ou pas, hein, ou sinon c'est un premier travail. Et on découvre effectivement, pour les personnes, les nouvelles générations qui rentrent dans leur première activité, c'est aussi voilà, la découverte de l'emploi, de l'entreprise, comment ça se passe et tout. Donc, on arrive avec les yeux complètement émerveillés, car qu'il y a un peu comme un enfant qui voit pour la première fois une grosse une grosse pomme d'amour et qui va croquer dedans parce que justement, c'est ça, quoi. C'est juste le rêve, quoi. Donc, ça se passe comme ça. Dans cette phase 1, il y a cette phase ici qui est le point culminant, qui est la phase plateau, où justement, ça va être une phase où on va arriver, où on a découvert l'entreprise, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que cette phase, comme je vous disais, elle peut durer un mois, comme elle peut durer 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire que j'évolue dans mon poste, mais à un moment donné, il n'y a plus d'évolution possible. C'est-à-dire que ma hiérarchie me dit non, non, on ne peut pas vous passer manager, vous êtes à tel poste, non, mais vous y restez. Il n'y a pas d'évolution possible dans l'entreprise. Ou ça peut être très court ou très long. Et effectivement, quand cette phase plateau arrive ici,
on commence à rentrer dans la phase numéro 2, qui est la phase de marasme. Donc cette phase, alors effectivement, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la phase 1, on est dans un état de stabilité, d'accomplissement, on a de la confiance, on est dans le dynamisme, on est dans l'envie, dans le désir, dans la compétition, dans l'harmonie, dans le gagnant, quoi. J'ai envie, voilà, j'y vais, je donne tout à l'entreprise qui m'a recruté. Je suis vraiment un peu comme un héros qui arrive, je suis le héros de ma nouvelle histoire que je suis en train de me créer, hein, surtout de me raconter. Et donc, en phase 2, on arrive dans cette étape, vous voyez, où ici, on est vraiment dans, après cette phase plateau, hein, effectivement, alors si rien n'a été mis en place, hein, je peux très bien être dans ma phase plateau et puis parler avec ma DRH ou mon employeur ou ma hiérarchie et que ma hiérarchie me dise, ah bah, écoutez, il y a un super poste qui se crée ailleurs, voilà, vous avez mis en place tout ça pendant des années, aujourd'hui, on vous promeut à un autre poste, à autre chose, qu'est-ce que vous avez envie de faire de nouveau, on a une nouvelle chose, une nouvelle opportunité pour vous, est-ce que vous y allez? Donc, effectivement, si je retourne dans cette nouvelle opportunité, je reste toujours dans ma phase 1, d'accord? Mais si effectivement, il n'y a pas d'évolution possible, je vais commencer à rentrer dans cette phase 2. Et cette phase 2, c'est vraiment l'étape de déclin. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans la phase 2? Il peut se passer qu'on me demande de travailler avec Micheline qui est dans un autre service et avec Micheline, ça se passe super mal. C'est-à-dire que Micheline, bah voilà, on est dans une relation catastrophique. Ni elle ni moi n'arrivons à communiquer. Alors, c'est pas que elle, hein, c'est moi aussi. Et on a une pression de la part du N+1 ou même une pression de la part des clients qui veulent absolument qu'on mette en place ce nouveau projet ou ce nouveau produit ou que la livraison se fasse plus rapidement. Enfin, ça dépend dans quel service on travaille. Et effectivement, bah là, je commence à avoir des tensions, je commence à avoir un stress, je commence à vivre ce stress de plus en plus difficilement. Et puis, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, que ma manière de travailler, voilà. Là, dans cette phase-là, je vais commencer vraiment à être dans une rupture, vous voyez, un point de non-retour, vraiment le sentiment d'être coincé. Je vais commencer à avoir de la colère, je vais commencer à avoir un stress qui va devenir chronique et qui va s'installer de plus en plus. Et je vais commencer à avoir les symptômes physiques. Donc, si vous voulez, en phase 1, phase 2, donc là, on n'est pas du tout comme tout à l'heure dans les différentes étapes, hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment en 4 étapes. Qu'est-ce qui se passe? Phase 1, c'est la lune de miel. Et puis là, je commence à déchanter. Je commence à vivre de plus en plus de stress, de plus en plus de pression. Je n'ai pas du tout reconnaissance de la part de mes collaborateurs, de la part de mes clients non plus. Je suis perfectionniste, j'ai envie de bien faire, mais je n'arrive pas à contenter ni mes clients, ni ma hiérarchie, ni mes collaborateurs. Enfin, bon, c'est une catastrophe, quoi. Et là, petit à petit, effectivement, j'arrive ici à la période de burn-out. OK? Donc, ce qui est intéressant avec Hudson, c'est que vous voyez, pour les DRH qui sont présentes aujourd'hui et qui sont présents, ce qui est intéressant, c'est que ici, en phase 1 et en phase 2, le coaching que vous proposez généralement à vos cadres, à vos managers et à vos salariés, c'est un coaching de la performance. C'est-à-dire que généralement, quand on va voir un coach ou quand on prend un coach en entreprise, on prend un coach pour travailler sur la phase 2 qui est là, mais on va travailler sur l'extérieur. On va travailler sur le paraître, on ne va pas travailler sur l'être, on va vraiment travailler sur la performance, c'est-à-dire comment obtenir de meilleurs résultats, mais sans travailler sur l'être. Donc, effectivement, on peut travailler ici, c'est-à-dire qu'on peut changer des choses. Je travaille avec Micheline, ma hiérarchie voit qu'avec Micheline, ça se passe mal. Donc, effectivement, on me met une 3e personne pour travailler avec nous. Donc, je vais changer un élément, c'est-à-dire que ici, je peux changer un élément extérieur à moi et le fait de changer cet élément extérieur à moi va effectivement me faire retourner, est-ce que vous voyez mon curseur, voilà, va me faire retourner en phase 1, puisque je change quelque chose. Mais je ne travaille pas sur moi, hein, je travaille que sur l'extérieur. C'est pour ça que le coaching en entreprise est très intéressant, hein. Moi, je suis coach, donc je ne peux pas vous dire que le coaching ne va pas aider et ne va pas apporter des solutions à vos cadres, vos managers et vos dirigeants. Mais en travaillant sur cette phase-là, vous allez changer, vous allez travailler sur l'extérieur et on ne va pas travailler sur l'intérieur qui est la base justement d'une sérénité et de l'enthousiasme et de mettre en place de nouvelles choses et justement d'apporter à la personne de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, puisque plus on se connaît, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à comprendre comment on fonctionne, justement, c'est beaucoup plus facile après d'être à son poste complètement aligné avec ses émotions, son stress et gérer tout ça dans la fluidité. Donc, si on ne travaille pas sur soi et qu'on travaille que sur l'extérieur en changeant dans cette phase-là des choses externes à soi, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver automatiquement, je cherche ma souris, on va arriver automatiquement ici au niveau 3
qui est la phase justement de cocooning, mais qui est la phase aussi où on est vraiment dans cette dépression. C'est-à-dire qu'ici, on commence vraiment, donc là, on vit son burn-out, et là, on a vraiment une dépression qui est présente. Alors, une dépression, c'est pas je suis dépressive. C'est vraiment la personne où elle va commencer à vider ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'ici, elle a vécu son burn-out, elle est en arrêt de maladie, hein, donc elle a mis son arrêt. Donc ici, elle va se retrouver chez elle complètement seule, complètement en train de vider l'état émotionnel qui était trop présent, le stress qui était présent. La dépression, c'est ça, hein, c'est-à-dire que la dépression, c'est enlever la pression que je vis. Donc, si je n'ai plus de pression, je suis en dépression. C'est-à-dire que je descends, donc je suis en état de dépression, pas dépressif, hein, ça n'a rien à voir. Donc, on va avoir justement parfois aussi des symptômes qui vont s'accentuer, hein, puisque le corps ne comprend pas ce qui se passe. Donc là, on a un mal-être qui est de plus en plus présent et c'est là où il est essentiel vraiment de mettre en place un accompagnement avec un psychologue, puisque à ce moment-là, effectivement, vous mettez en place un accompagnement avec un psychologue qui va vous permettre de comprendre le pourquoi vous êtes arrivé à cette situation-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas essentiel et même pas du tout préconisé de travailler sur ce que vous voulez après. Là, il est essentiel de comprendre ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez vécu les choses, est-ce qu'il y a des rapports par rapport à votre enfance, par rapport à des perceptions de vie, par rapport à des perceptions de ce que vous avez vécu, de votre éducation. Voilà, là, c'est vraiment important de refaire carrément le retour arrière sur ce qui vous êtes et sur tout ce que vous avez vécu et peut-être de libérer les choses au niveau de situations que vous avez vécues dans votre vie privée, aussi bien privée que professionnelle, et là, nettoyer la surcharge émotionnelle qui est présente. Donc là, on est vraiment sans énergie, on a beaucoup de colère, on est dans un lâcher-prise, on a la tristesse, on a tout qui se présente hein, dans cette phase-là. Et puis, quand on arrive dans cette phase-là, à un moment donné, quand on a cet accompagnement psychologique avec un psy ou un psychiatre, ce que vous voulez, ça peu importe, c'est pas important. Quand vous allez avoir cet accompagnement qui va être mis en place, si vous voulez, à un moment donné, ici, on va avoir un basculement, c'est-à-dire qu'on va se dire, OK, tout ça c'est bien, mais là, je me sens mieux. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour travailler sur moi et retourner au travail? Et là, on recommence à avoir un regain d'énergie. Et c'est vraiment cette phase où on va prendre du recul et on va justement dire au revoir vers cette fin de phase, on va dire au revoir à tout ce qu'on a vécu et la personne va se sentir de mieux en mieux, la personne va réapprendre, vous voyez ici, là, justement, quand il y a le basculement, à prendre soin d'elle, à s'écouter, à écouter son corps. Donc là, c'est essentiel pendant cette phase-là que vous puissiez vraiment, c'est-à-dire dans toute la période de phase 3, comprendre ce qui vous a amené au burn-out, comprendre le burn-out, c'est là où les personnes généralement prennent beaucoup, enfin lisent des livres sur le burn-out, essayent de comprendre ce qui leur est arrivé, qu'est-ce que c'est le burn-out, voilà, comment on en arrive à cette phase-là dans notre vie. Et effectivement, on arrive à comprendre que c'est une étape dans notre vie qui est essentielle parce qu'il y a toujours un avant et un après burn-out. Mais une fois qu'on est passé dans ce basculement, dans ce nouveau sens, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la psychothérapie ou le psychiatre qui vous a suivi pendant toute cette période de temps, dans cette phase 3, vous a permis de comprendre. Alors, je vais vous donner un exemple très simple hein, pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Un exemple, j'ai la phobie des ascenseurs. Ok, je ne comprends pas au départ pourquoi, quand je rentre dans un ascenseur, j'ai peur qu'il se bloque. Et puis, avec la psy, je me rends compte que quand j'étais petite, maman avait oublié ses clés, on était toutes les deux dans l'ascenseur et elle est sortie de l'ascenseur s'est fermé, elle est partie chercher les clés, je me suis retrouvée dans cet ascenseur qui était tout noir, je me rappelle plus au début de cet événement, mais en travaillant avec la psy, je me rends compte qu'effectivement, ma phobie d'ascenseur vient de là. Ok, ça c'est ce que vous avez travaillé avec votre psy par rapport à votre burn-out. Mais après, comment j'apprends à ne plus être phobique dans l'ascenseur? C'est pas la psy qui va vous donner les clés. Parce que la psy, elle est là pour vous écouter, pour justement vous apporter une écoute et une compréhension de ce qui s'est passé, mais pas les outils pour vous transformer. Ça, c'est le coaching qui va vraiment vous apporter ces outils-là pour justement mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes.
Donc, quand on arrive dans cette phase 4, justement, c'est ce que je vous ai mis, voilà, c'est vraiment la phase de développement personnel, vraiment dans la phase de préparation. Vous voyez, là, on est vraiment dans du renouveau, dans de la transition. Alors ici, on était sur du coaching de performance, c'est-à-dire de l'accompagnement de performance et de l'accompagnement extérieur à soi. C'est-à-dire que je vais jouer sur le manager, sur le management, sur tout ça, mais pas sur soi. Ici, on va commencer vraiment à travailler sur l'être. Et donc là, comme j'ai vraiment appris enfin, j'ai compris ce qui s'était passé dans ma vie, ici, je vais commencer à décider de mettre des choses en place. Et l'accompagnement, le coaching va justement permettre à la personne de reprendre confiance en elle, de prendre conscience de ses forces, de ses talents, de ses capacités, de ses ressources, identifier ses valeurs. Et elle va surtout, la personne va commencer à définir ce qu'elle a envie de mettre en place ici. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire après? Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant qui ne convenait pas et quels sont les changements qu'elle peut mettre en place? Parce qu'une personne qui n'a pas travaillé en phase 3 et en phase 4 sur elle et qui retourne automatiquement, c'est-à-dire au travail, oui, alors au départ, elle va retourner au travail. On peut très bien faire hein, phase 1, phase 2, phase 3 et je retourne en phase 1. Hein. C'est-à-dire que phase 1, phase 2, je me rends compte, je fais mon burn-out. OK, phase 3, je travaille avec la psy, je me dis allez hop, change de boulot. OK, change de boulot, qu'est-ce qui se passe? Je retourne en phase 1. Mais comme je n'ai pas travaillé sur moi ici, comme je n'ai pas mis de nouvelles habitudes, je n'ai pas mis de nouvelles attitudes, ok, j'ai compris le pourquoi j'ai vécu mon burn-out ici. Mais comme je n'ai rien fait, qu'est-ce qui va se passer quand je vais être là? Je vais repartir en phase 1, je vais repartir dans de l'enthousiasme, je vais repartir dans ma lune de miel, mais je n'ai pas appris à gérer mes émotions, je n'ai pas appris à gérer mon stress, je n'ai pas appris à apprendre à confiance, je n'ai pas du tout confiance en moi, je suis toujours dans le manque de reconnaissance. Alors oui, en plus, j'ai vécu un burn-out, donc je n'ai pas ici acquis les outils pour me dire waouh, super, c'était une super étape de ma vie, puisque ce burn-out m'a permis de comprendre comment je fonctionnais. Et aujourd'hui, je ne fonctionne plus du tout pareil. Il y a un avant et un après. Non, je suis restée dans cette phase-là. Donc, je retourne au travail avec les mêmes attitudes et les mêmes habitudes en place. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a vu tout à l'heure au début du webinaire, 30 à 50% des personnes rechutent dès la première année de retour au travail. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des médicaments et d'avoir juste un suivi psychologique. Le burn-out vous demande vraiment d'apprendre à écouter votre corps, d'apprendre à reconnaître les signaux d'alerte, reconnaître les signes, reconnaître également quand vous allez bien, quand vous n'allez pas bien, à prendre des temps de pause, mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas travaillé sur vous. Je suis désolée de vous le dire, hein. Et je sais qu'à chaque fois, on a l'impression que je prêche pour ma paroisse et pour vendre du coaching, mais ce n'est pas du tout ça. C'est que le burn-out, c'est cette étape de vie qui vous dit, ça ne va plus, les choses que tu as mises en place jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas. Regarde où ça t'a emmené. Si on écoute Einstein qui nous dit, c'est de la folie de croire qu'en refaisant exactement la même chose, on va obtenir de nouveaux résultats. Non, si vous faites la même chose, vous allez obtenir la même chose, ce qui est normal. Si je fais une recette de gâteau et que je fais la recette de gâteau à chaque fois de la même manière, je vais obtenir le même gâteau. Si je change la saveur, si je mets du curry dedans, ce ne sera plus un gâteau au sucre, ce sera un cake au curry. Donc, si vous voulez, et effectivement, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'avoir le même gâteau toute ma vie et revivre les mêmes choses? Ou est-ce que j'ai envie justement d'avoir de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles opportunités et de nouvelles perceptions de ma vie future? Parce que c'est ça aussi qu'en tant que DRH et en tant que manager et en dirigeant, vous allez apporter à vos salariés. Parce qu'un salarié qui va revenir dans cette phase-là, et généralement, c'est ce qu'ils font, hein, ils ont envie de revenir à cette phase-là au travail, mais c'est trop tôt. S'il n'y a pas cette phase-là, si vous ne proposez pas à vos salariés de les accompagner ici, alors effectivement, s'il n'y a pas eu de coaching de mis en place pendant la phase 3, vous pouvez le proposer en entreprise, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais c'est essentiel que la personne ait travaillé sur elle. Si la personne n'a pas travaillé sur elle, et si vous, en tant que DRH, vous n'avez pas travaillé aussi sur l'entreprise et sur l'environnement, parce qu'on verra tout à l'heure, mais c'est un travail qui se fait à deux, il n'y aura pas de retour dans la fluidité. Et il ne faut pas oublier que si vous avez une personne qui fait un burn-out, la deuxième qui viendra, si vous n'avez rien changé, c'est exactement la même chose en tant que DRH. Si vous ne changez pas ici, et c'est pareil en tant que DRH, si on reprend Hudson, c'est la même chose. OK, au départ, vous mettez une stratégie, un process en place. Tout se passe très, très bien. Tout le monde suit le process. Mais à un moment donné, dans votre process, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on arrive dans ce déclin où on se rend compte que le process, il n'est pas aussi top que ça. Ici, ça devient une catastrophe. On fait de moins en moins de ventes parce qu'on n'a pas réussi à s'adapter, parce que la vie
change et que le monde de l'entreprise et que les clients changent et que les besoins des clients aujourd'hui changent. Vous changez absolument rien, donc vous voyez que ça vous arrivez dans un déclin. Ici, vous avez carrément une perte de vente ou une perte de rentabilité qui devient catastrophique. Vous changez absolument rien, allez hop, vous retournez à un nouveau produit. Alors que peut-être que le produit qui est ici, peut-être qu'il est pertinent et qu'il y a peut-être des choses à changer. Mais si vous ne changez pas votre façon de voir les choses, même en tant que DRH, manager ou dirigeant, vous allez revivre exactement la même chose. Alors, justement, dans la phase de reconstruction, c'est le moment où la personne va commencer à prendre cette nouvelle vie. C'est vraiment une étape où elle va reprendre contact avec son milieu professionnel. Il ne faut pas oublier qu'en phase 3, la personne, elle ne vous contacte pas. Hein. Elle a vraiment besoin de ce temps pour elle, de se reconstruire, de se poser et vraiment d'être dans cette introspection. Alors justement, il est essentiel de faire un travail sur soi avant de reprendre le travail. C'est évidemment ne pas revenir trop vite parce que si vous revenez en phase 3, vous n'aurez pas mis en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes et ça va être une catastrophe. Justement, il est primordial de revenir à l'essentiel et de trouver un bon équilibre. Après un burn-out, il est important de prendre le temps pour apprendre à se connaître et connaître ses limites. Moi, c'est absolument ce que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que je passais d'un poste à un autre parce que bon, je suis quelqu'un voilà, j'avais besoin d'apprendre, d'être toujours en apprentissage constant, mais je passais d'un poste à un autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec ma hiérarchie, ça n'allait plus. Pourquoi? Parce que je n'avais pas travaillé sur moi, donc j'avais besoin, je ne connaissais pas, je ne savais pas mes valeurs, je ne savais pas que j'avais besoin de liberté. Donc en tant que commercial, alors effectivement, je faisais des chiffres faramineux, j'arrivais en 6 mois à faire déjà mon chiffre d'affaires pour l'année écoulée. Mais j'avais besoin de liberté. Donc quand on mettait des process, de plus en plus de process en place et tout en tant que commercial, j'avais absolument pas envie de ça. Donc, à un moment donné, je m'étiolais, je faisais de moins en moins de chiffres et petit à petit, je me disais, allez hop, change de boulot, c'est la boîte qui ne va pas. Je me suis jamais dit à un moment donné, c'est moi qui ne vais pas bien. Ou c'est moi qui n'arrive pas à gérer mon stress, ou c'est moi, voilà. Une fois que j'ai compris que j'avais besoin de liberté et qu'effectivement la hiérarchie au-dessus de moi, c'était bien, mais que c'était trop lourd pour moi à digérer et à accepter, je suis devenue libérale. Et du moment où je suis devenue libérale, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile pour moi. Et aujourd'hui, je choisis les clients avec lesquels je travaille, les entreprises avec lesquelles je travaille. Je travaille avec des entreprises qui ont les mêmes sens de l'humain, qui veulent remettre l'humain au centre de leur entreprise, comme moi, j'ai envie de le faire. Et ce que je leur propose leur convient. Les entreprises qui ne veulent pas travailler ou qui ne sont pas en accord avec ce que je leur propose, je ne travaille pas. J'ai cette liberté aujourd'hui de dire oui ou non. Et ce que je n'avais pas dans mon poste, mais je ne comprenais pas que cette valeur liberté était importante pour moi. Donc, il est vraiment essentiel de prendre une prise de recul aussi, d'avoir cette prise de recul parce que ça va vous permettre de savoir ce qui est bénéfique pour vous et de repartir aussi du bon pied, de mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes. Il est essentiel aussi de rester focus sur l'amélioration de son hygiène de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le burn-out, c'est aussi un manque de sommeil. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai un manque de sommeil ? Qu'est-ce que je mets en place le soir pour bien dormir? Puisque plus j'ai un manque de sommeil, moins je dors, moins je me régénère la nuit, puisque c'est la nuit que les cellules se régénèrent et qu'on récupère toute l'énergie. Donc, si je n'ai pas assez d'énergie, le matin, je me réveille, je n'ai pas du tout un sommeil réparateur, c'est reparti. Donc là aussi, il est vraiment essentiel de travailler sur toute son hygiène de vie. Et de toute façon, quand on va retourner au travail, généralement, on croit qu'on va retrouver la même chose. Mais non, on n'est plus du tout pareil. On n'est plus du tout la même personne. Quelle que soit la phase, qu'on soit en phase 3 ou en phase 4, si on a décidé de repartir en phase 3, on n'est plus du tout la même personne. Et on n'est plus du tout perçu non plus par les autres de la même manière. Donc, c'est vraiment important aussi d'envisager cette reprise de travail comme une renaissance et un nouveau départ. Donc, le travail sur soi signifie d'avoir compris ce qu'est un burn-out et comment vous en êtes arrivé là, d'avoir travaillé sur le stress et sa gestion du stress, comprendre comment vous fonctionnez, les facteurs qui déclenchent aussi des baisses d'énergie et ceux qui vous permettent de remonter en énergie, d'avoir des outils pour gérer et comprendre vos émotions et écouter surtout votre corps quand il vous envoie des signaux d'alerte, avoir repris confiance en vous et ne plus faire attention au regard des autres, ni avoir besoin de la reconnaissance des autres. Vous reconnaissez votre propre valeur, vous savez ce que vous valez, vous connaissez vos compétences, vos connaissances, vos ressources et effectivement, vous avez aussi la capacité, vous avez ouvert votre communication à l'autre, ça vous êtes en capacité d'aller voir votre DRH et de lui dire « Ok, là, c'est tel projet qu'on me demande, on me demande de développer tel projet, je suis désolée, j'ai telle compétence, telle connaissance, il me manque ça, qu'est-ce que je fais ?»
Est-ce que vous mettez quelqu'un, et c'est ça aussi le travail du manager, c'est dire, OK, là, cette personne, elle a telle compétence. Aujourd'hui, je lui demande de mettre ce projet en place. C'est trop pour elle. Elle ne peut pas tout gérer. Bon, ça, il lui manque ça comme connaissance. Qui est-ce que je vais chercher dans l'équipe qui a ces connaissances, qui peut travailler en collaboration avec cette personne et qui va faire en sorte que le projet, justement, du fait de cette complémentarité, le projet va être performant et on va arriver au bout et ça va être juste génial, quoi. C'est ça aussi le rôle du manager. C'est pas de donner des projets aux uns aux autres sans savoir à qui il donne les projets et quelle est la collaboration possible entre les uns ou les autres. Donc c'est également ça, c'est que vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous êtes capable de faire et aussi là où ça pêche. Parce que vous avez appris à travailler sur vous et vous comprenez comment vous fonctionnez. Donc, ce qui vous manque, vous allez voir votre DRH, votre manager, votre dirigeant, vous allez dire, OK, ça, je ne sais pas faire, comment on fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce que voilà, et ça, c'est vraiment important. Mais si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, vous n'avez pas la capacité d'aller voir l'autre et lui dire, je suis désolée, signal d'alarme, j'y arrive pas, je ne sais pas faire. Parce que quand on a travaillé sur soi, on est capable de dire à l'autre, je suis désolée, ça, je ne sais pas faire, j'ai des capacités, des ressources, mais ça, je ne sais pas gérer. Vous allez aussi planifier, donc vous avez appris qu'effectivement, pour ne plus avoir un burn-out et le travail sur vous que vous avez fait pendant toute cette période en phase 3, phase 4, vous avez appris à planifier vos journées en définissant justement quelles étaient vos priorités et justement en vous accordant des temps de pause dès que vous sentez que vous en avez besoin. Et vous faites preuve aussi d'assertivité, vous savez dire non parce que n'oubliez pas qu'effectivement, alors dire non, quand je dis ça au DRH, généralement, c'est apprendre à vos salariés à dire non. C'est pas dire non pour dire non, hein, c'est pas pour embêter les autres, c'est qu'à un moment donné, chacun a son poste, chacun a sa responsabilité. Et effectivement, si je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Et je suis capable de dire non à mon manager, je suis désolée, ça, je ne sais pas faire. Qu'est-ce qu'on met en place pour que je sache faire? Et là, justement, on arrive dans un apprentissage et on repart en phase 1. Donc, comment reprendre le travail après un burn-out? C'est vraiment s'assurer que vous êtes totalement remis physiquement. Vous posez les bonnes questions, vous faire accompagner, savoir dire non, ce qu'on a vu, établir des règles avec votre employeur, modifier votre rapport au travail, surtout savoir vous écouter. Donc, on va voir aujourd'hui les différentes clés pour retourner au travail en toute sérénité. Donc, si le travail effectivement sur soi est fondamental, il ne peut pas résoudre à lui seul l'ensemble des problématiques liées aux interactions humaines. Il est important d'avoir conscience qu'à son retour de travail, vos collègues ne vont pas forcément comprendre ce que vous avez vécu. Peut-être d'ailleurs que ça va être juste les personnes qui ont vécu la même chose que vous qui vont vous comprendre. Mais d'autres personnes qui ont du mal aussi à comprendre ce qu'elles sont en train de vivre vont dire: «Oh là là, alors celle-là, elle était un peu fatiguée, genre elle s'est foutue en maladie», parce que je l'entends, hein, de la part de certains managers qui me disent: «Non, non, mais attendez, alors celle-là, à chaque fois, il y a un truc, ça va pas, c'est toujours catastrophique et allez hop, elle s'est foutue en arrêt de maladie pendant 6 mois, elle était contente, elle était en vacances». Mais c'est pas ça du tout. Mais comme la personne, le manager n'est pas au courant, n'est pas à même de comprendre ce que lui, il vit. Ah, vous comprenez, moi, le stress, je le vis, hein, c'est bon, hein, je me suradapte, allez hop, hein, j'y vais. Hein. C'est pas le stress qui va m'arrêter, il y a le boulot, il y a le boulot, il y a le boulot. Mais cette personne, à un moment donné aussi, elle va arriver au burn-out. Mais elle ne peut pas comprendre quelqu'un qui a vécu un burn-out. Donc, c'est vraiment essentiel aussi quand vous allez retourner à votre travail de prendre conscience que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Hein. La phrase tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Vous allez avoir des personnes qui vont vous accueillir avec un grand sourire et qui vont être dans la bienveillance. Mais si l'employeur n'a pas fait en amont un travail de prévention sur des ateliers pour expliquer aussi en prévention ce qu'est le burn-out et quelles sont les différentes phases et comment ça se passe pour les personnes quand elles reviennent après un burn-out et ce qu'elles ont vécu pendant cette période-là, vos collaborateurs, il y en a certains qui vont rien comprendre à ce qui vous est arrivé. Et vous allez vous retrouver face à des murs parce qu'eux, ils ont dû gérer la pression. Vous, vous êtes partis, mais eux, ils ont dû gérer derrière. Donc, vous n'allez pas avoir 100% des personnes qui vont être OK avec le fait que vous reveniez. Ça, c'est aussi essentiel de le comprendre. Mais si vous avez travaillé sur vous, vous êtes OK avec ça. Ça leur appartient. C'est leur truc à eux. C'est plus vous qui êtes en ligne de compte, enfin en ligne de mire. C'est pas à vous que ça appartient. C'est eux, c'est comment eux perçoivent la situation et comment eux, ils la ressentent. Alors attention, un retour en toute sérénité est une démarche qui se fait à plusieurs. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Le salarié, la hiérarchie et les collègues de travail. Pour revenir et que tout se passe bien, il est important que tous les acteurs soient prêts à cela. Donc le retour en travail en toute sérénité, c'est quoi? C'est que vraiment une rencontre avec votre supérieur hiérarchique ou avec votre DRH ou avec votre manager, c'est important que vous le rencontriez. Et c'est important pour vous assurer d'une reprise personnalisée et viable pour tout le monde, parce que vous êtes parti pendant un laps de temps.
vos collègues ou vos collaborateurs ont dû faire avec cette absence. Il y a des personnes aussi qui ont repris peut-être certains de vos dossiers et qui n'ont pas envie de vous les rendre. Donc, c'est essentiel qu'il y ait un tour de table et que tous les acteurs et que toutes les personnes qui fassent partie de votre équipe parlent et puissent dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent vraiment. Mais ce n'est pas le prendre pour vous, hein. C'est vraiment OK, c'est normal. C'est normal, vous êtes parti et là, vous revenez. Il est essentiel aussi pendant ce rendez-vous avant reprise de discuter ou d'évaluer si un changement de poste est plus avantageux ou si on va mettre un retour graduel ou sinon, ou si on va vous mettre avec un temps de partiel ou un retour total. En effet, de plus en plus d'entreprises favorisent le retour progressif avec une réévaluation périodique aux besoins. Alors, ce n'est pas nécessaire de raconter votre vie à votre DRH et à vos collaborateurs. Hein. Vous n'allez pas raconter ce qui s'est passé pendant vos séances psy, ce que vous avez vécu, votre mal-être, tout ça, ce n'est pas la peine, quoi. Mais c'est vraiment important, justement, quand vous allez travailler, alors si vous allez travailler en amont, hein, en phase 3 et en phase 4, de savoir ce que vous voulez vraiment avant de revenir. Parce que si vous revenez à votre poste et que vous ne savez absolument pas ce que vous voulez faire, quand vous allez revenir, ça ne sert à rien, quoi, hein. Vous allez repartir exactement dans la même situation. C'est vraiment important de comprendre ce qui est important pour vous, là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie d'être dans votre poste à votre tour, puisque vous avez changé, vous n'êtes plus du tout la même personne. Donc, au moins 1 mois avant votre retour, voir votre manager, votre DRH et vraiment réévaluer vos objectifs et votre plan d'action. Revoyez vos objectifs professionnels, définissez clairement vos priorités avec votre directeur. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je travaillais justement dans le dernier poste que j'avais, j'en avais de partout. Mais de partout. C'est-à-dire que j'avais 50 000 mails par jour puisque j'étais business analyst. Et donc, j'avais toutes les succursales à l'étranger qui me posaient des questions sur les analyses des enquêtes marketing, enfin des commerciaux, ce qu'il fallait augmenter, ce qu'il fallait diminuer, comment je faisais et tout. J'avais des mails de partout. C'était une catastrophe. Et je suis allée voir ma directrice en me disant, écoute, là, je ne peux plus, quoi. Elle m'a dit, comment ça, tu ne peux plus? C'est pas possible. Comment tu fais pour ne plus pouvoir? Et elle est venue me voir le mardi après-midi. Je me rappellerai toute ma vie. Elle est venue me voir le mardi après-midi. Elle me dit, OK, sors-moi tous tes mails. Donc, je lui ai fait un planning. Donc, elle me dit, fais-moi un planning de ce que tu fais, de tes tâches récurrentes. Et quand je lui ai fait le planning des tâches récurrentes et que je lui ai montré tous les mails, elle m'a dit, comment tu peux faire ça en une journée? C'est ce qu'on fait généralement en une semaine. Donc, c'est normal que tu puisses plus. C'est normal que tu craques. Mais là, j'avais quelqu'un en face de moi qui était dans une écoute, qui était prête à m'aider. Donc, c'est exactement ça. C'est avec votre supérieur hiérarchique, avec le DRH, quand vous allez parler de votre tour, définissez clairement les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire à votre retour au poste? Clarifiez au moins les moyens dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous manque comme connaissance? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des formations supplémentaires? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous a manqué? Et de quoi vous avez besoin pour retourner au travail plus sereinement? Et planifier dès maintenant, c'est-à-dire que quand vous allez retourner à votre poste, quand vous allez faire ce rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique, planifiez dès maintenant, avant de voir cette personne, quelles sont les premières étapes que vous voulez mettre en place et ensuite dialoguer avec la personne que vous avez en face de vous et justement réorganiser aussi tout votre planification et comment vous travaillez. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, vous n'êtes plus la même personne. Donc, la personne en face de vous s'attend à avoir la même personne, mais vous n'êtes pas pareil, vous avez changé. Ce burn-out vous a transformé. Donc, aujourd'hui, avec ce que vous êtes aujourd'hui et avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Okay. C'est aussi peut-être important de réorganiser votre espace de travail. Peut-être que vous avez envie de changer la déco. Alors, ça aussi, sans avoir des frais trop importants, mais ça peut être aussi ou changer de bureau, ou voilà, changer dans un autre endroit, peut-être plus de luminosité. Voilà. Ça, c'est aussi voir avec vos supérieurs hiérarchiques ce que vous pouvez mettre en place. Mais aussi changer de bureau, changer de déco, ça peut être sympa aussi. Deuxième point, garder l'équilibre. Avoir plus d'équilibre dans sa vie, ça signifie souvent de mettre des changements en place, de nouvelles attitudes et une certaine discipline. Ce qui se passe, c'est que quand, vous voyez, si vraiment je travaille qu'en phase 3 et je ne mets pas en place les phases 4, à la phase 4, c'est-à-dire que si je retourne à mon poste de travail en phase 3 et que mon supérieur hiérarchique ne me propose pas un accompagnement, un coaching pour mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes, ça va être difficile parce que effectivement, je me suis dit, OK, il faut que je me repose, il faut que j'apprenne à mettre des temps de pause, mais je n'ai pas
je suis que dans la théorie, je ne suis pas dans la pratique. En coaching, on va vraiment travailler sur la pratique. On va vraiment tester. Vous n'allez pas être qu'en théorie. La théorie, c'est bien, mais la théorie, vous avez besoin de personne. Hein. Vous achetez des tonnes de bouquins sur le burn-out, comment se reconstruire après, sur du développement personnel. Vous lisez, ok, super. Mais ce n'est pas parce qu'on lit la théorie qu'en pratique, on est capable. C'est-à-dire que quand vous allez retourner dans le même stress, quand vous allez retourner dans le même environnement, et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens changent de poste parce qu'ils croient qu'en changeant de boulot ou en changeant d'employeur ou en changeant d'entreprise, ils ne vont pas retrouver ailleurs la même chose. Mais ce n'est pas du tout ça. Et effectivement, donc au départ, vous allez mettre des choses en place, mais si vous n'avez pas un coaching qui est là en place, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous permet justement aussi de vider votre sac et de vous dire, OK, ça n'a pas fonctionné, je te propose tel ou tel outil, mets ça en place et vois comment ça fonctionne et on avance petit à petit ensemble et vous allez voir la transformation qui va se mettre en place. Mais c'est une discipline, le changement. C'est-à-dire que travailler sur soi, c'est une discipline. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les personnes, mais ça fait 10 ans que je me forme. Chaque année, je suis en formation. J'accompagne mes clients, mais sans arrêt, je fais des formations. Cette année, je suis 3 formations en plus des accompagnements et des formations que je donne en entreprise. Parce que pour moi, c'est important d'amener à mes clients toujours le meilleur outil. C'est-à-dire que dans chaque technique, une technique n'est pas bonne pour tout. Je suis sophrologue caïcédienne, je ne vais pas vous dire faites de la sophrologie pour le burn-out, c'est la clé. Non, ce n'est pas la clé. Il y a des choses qui fonctionnent en sophrologie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour le burn-out. Il y a des choses en PNL qui vont fonctionner, qui ne vont pas fonctionner aussi pour le burn-out. Et c'est ça aussi, c'est qu'en me formant chaque année, avec toutes les formations que j'ai, j'amène au fur et à mesure de nouveaux outils avec les neurosciences. On apprend chaque jour que ce qu'on a appris en neurosciences il y a 6 mois, ça a complètement changé. Les neurosciences nous apprennent de nouvelles choses tous les mois. Donc, si on ne se met pas à la page et si on n'apprend pas, ben, on peut pas vous apprendre. Moi, je ne peux pas vous apporter. Puis pour moi, pour pouvoir transmettre un outil, c'est quelque chose que j'ai testé, c'est quelque chose que j'incarne. Donc, moi, je suis en formation H24, je teste, je travaille sur moi. Voilà, c'est une chose qui fait partie de moi, c'est ma vie aujourd'hui. Je sais gérer mes émotions, je sais gérer mon stress. Alors, effectivement, j'ai des périodes de stress, comme tout le monde, j'ai des périodes où mes émotions sont difficiles à gérer. Mais je switch plus rapidement, c'est-à-dire que je suis pas je suis humaine comme vous. Mais c'est essentiel d'avoir les bons outils. Et plus vous allez tester, plus vous allez voir la différence. Alors, il faut savoir aussi que vous avez coupé pendant un certain temps avec votre environnement professionnel et que vous avez mis en place un changement de rythme une fois que vous avez mis tous ces outils en place. Le risque, c'est quand on revient dans l'entreprise et de négliger notre équilibre de vie, ce que je vous ai dit, et de revenir à d'anciennes habitudes. Donc, pour garder le bénéfice de tout ce que vous avez mis en place et compris pendant votre arrêt, ne reprenez pas tête baissée dans le travail. Ne remettez pas en place les mêmes choses que vous avez faites auparavant. Je regarde l'heure. Oula, allez, je me dépêche. Donc, profitez vraiment d'inclure des moments de pause dans votre agenda, c'est-à-dire vraiment, quand vous allez arriver, vous incluez des moments de pause dans votre agenda, vous bloquez tout de suite des créneaux de midi, vous prévoyez des micro-plaisirs quotidiens pour garder vraiment votre énergie et votre bonne humeur, vous prévoyez, des activités en dehors du travail, c'est-à-dire que, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la différence entre la dépression et le burn-out. Généralement, la personne qui est en dépression, qu'est-ce qui se passe quand elle va voir son psy? La personne lui dit « Oh là là, allez faire du sport ». Et quand la personne est en plein burn-out, comme le psy ne fait pas trop la différence entre le burn-out et la dépression, enfin ceux qui ne sont pas spécialisés dans le burn-out, parce que vous en avez qui sont spécialisés dans le burn-out, mais qu'est-ce qui va se passer? Le psy va vous dire faites du sport, alors que quelqu'un qui vit un burn-out n'a pas besoin d'aller faire du sport. Le dépressif a besoin de se sortir de sa dépression et justement de remettre des choses en place puisqu'il est en phase en phase 3. Mais il est vraiment dans cet état dépressif où effectivement il faut qu'il mette des choses en place pour pouvoir réenclencher la machine, passer en phase 4. Mais la personne qui vit un burn-out, elle est en phase 2, en bas de la phase 2, et elle n'a pas du tout envie. Là, il n'est pas du tout essentiel qu'elle aille faire du sport, qu'elle aille courir. Voilà. Par contre, quand elle revient à son travail, quand elle a mis en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes, effectivement, il est essentiel qu'elle garde des activités en dehors de son travail pour avoir un équilibre de vie. Il est préférable d'aller… Alors, quand vous allez retourner à votre poste, ce que je vous ai mis, c'est qu'effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que certaines personnes ne vont pas être à 100% avec vous, avec votre tour. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont… Alors, attendez un instant, je coupe ça.
Voilà, vous allez avoir des personnes qui vont être effectivement bienveillantes, hein, qui vont être là, qui vont vous accueillir, qui vont voilà, mais certaines non. Donc il est vraiment préférable que ce soit vous qui alliez spontanément vers vos collègues. Même si vous êtes tenté de faire le contraire, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la culpabilité. On se dit: «Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? J'étais absent et tout, j'ai pas trop envie de voir celui-là» et puis parfois aussi on a des griefs, c'est-à-dire qu'on a vécu des situations, compliquées avec certains de nos collègues, on n'a pas forcément envie d'aller vers eux, au contraire. Vraiment passer dans les bureaux pour dire bonjour, pour dire que vous êtes revenus et pareil en tant que DRH, faites le travail en amont, c'est-à-dire prévenez aussi vos collaborateurs et les salariés et les collaborateurs de l'équipe que la personne va revenir. Donc, un retour, c'est un peu comme un on-board quand vous accueillez les nouveaux recrutés. C'est la même chose. Vous n'allez pas laisser la personne revenir et pas du tout lui dire bonjour, ne pas être là. Bon, on le verra tout à l'heure, mais c'est essentiel, comme on disait, qu'il y ait tous les acteurs de l'entreprise qui soient présents et qui soient justement acteurs de ce retour aussi. Prenez des nouvelles de vos collègues. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous allez être vraiment dans le début de la phase 3, vous n'allez pas vouloir parler à vos collègues. Et c'est là aussi où les ateliers prévention sont importants parce que dans les ateliers prévention, les collaborateurs avec lesquels vous travaillez vont comprendre qu'effectivement, dans cette phase-là, vous êtes dans une phase où vous coupez les ponts. Mais ce n'est pas parce que vous allez revenir à un moment donné, la personne va se dire: «Attends, pendant 3 mois, je n'ai pas eu de ces nouvelles», comme par hasard, elle redébarque, allez hop, et je dois être tout gentil, tout cool, alors que moi, j'ai dû gérer tout son travail pendant son absence. Non, pas du tout. C'est simplement, c'est normal, cette phase est nécessaire à la personne pour qu'elle puisse revenir et qu'elle puisse se reconstruire. Donc, effectivement, à partir de la phase 4, hein, quand vous allez être justement dans cette reconstruction et dans cet accompagnement, vous allez reprendre contact avec vos collaborateurs, vous allez rétablir les ponts petit à petit et vous allez voir pour pouvoir retrouver votre place aussi quand vous allez retourner à votre emploi. Vous pouvez aussi donner de vos propres nouvelles et ouvrir un peu aussi, c'est-à-dire que quand vous allez revenir à votre poste, hein, la semaine où vous allez rentrer, ouvrez votre porte. Même si au départ, c'est un peu difficile, si vous êtes dans un bureau, alors si c'est dans un open space, c'est plus facile, mais si vous êtes avec un bureau et une porte fermée, laissez votre porte ouverte parce que les gens auront peut-être plus facilement envie de venir vous voir. Si vous fermez votre porte, c'est difficile. Quand on a une porte fermée en face de soi, même si on a envie, et parfois les personnes aussi sont maladroites, elles ne savent pas les mots qu'elles doivent utiliser, comment elles doivent être, donc elles voient la porte fermée, elles ne vont pas rentrer. OK? Prenez aussi le temps de de remettre de la relation avec les personnes qui sont extérieures à votre service. Prévoyez aussi des petits déj, des repas à midi, voilà. Faites un retour au travail un peu comme si c'était un retour après des vacances, même si ce ne sont pas des vacances, hein. Je tiens bien à le préciser, mais vraiment comme si vous étiez parti ou même comme si vous aviez été muté ailleurs et que vous reveniez. Et voilà, vous avez besoin de prendre des nouvelles de chacun, passer dans les bureaux, voilà. Et c'est aussi la DRH qui va préparer ça en amont. Renseignez-vous surtout sur les avancées des projets pour que justement, et dites, voilà, j'ai pas encore regardé mes mails, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Voilà, où ça en est? Ah, tu as géré ça? Ben, c'est génial et tout, super. Ah, ben, génial, ça, c'est arrivé au bout. Ah, là, il y a eu ça comme problématique. OK, qu'est-ce que tu as mis en place? Voilà, je suis vraiment dans l'écoute de ce que l'autre a vécu aussi pendant que j'étais pas là et de tout ce qu'elle a mis en place et comment ont été mis en place les choses et quelles sont les avancées. OK, on vérifie surtout sur les prochaines dates à venir aussi. Les grands rendez-vous et les échéances importantes, ce n'est pas le moment de revenir à votre poste et de louper toutes les réunions ou de louper tout aussi les grandes choses. Peut-être qu'il y a eu de grands changements dans l'entreprise pendant votre départ et comme vous avez été coupé pendant un moment donné, il est essentiel aussi de se tenir à jour. Et ça aussi, vous allez le faire avec la DRH ou votre supérieur hiérarchique avant de revenir. Mais c'est important aussi de vous tenir informé des prochaines dates à venir avec les grands rendez-vous, les grands événements et les échéances importantes. Maintenant, on va voir pour les DRH. Je vais vite passer les slides.
parce que je sais que certains d'entre vous sont en poste et qu'il est essentiel de reprendre le travail parce qu'il est déjà 13h17, j'ai pas mal dépassé. Alors, en tant que DRH, manager, dirigeant, il est essentiel de comprendre que le retour professionnel doit se faire en douceur. Ce n'est pas évident pour la personne car le burn-out des uns provoque souvent une surcharge de travail pour les autres, ce qu'on a vu tout à l'heure, dont les bureaux se remplissent de dossiers laissés en suspens. Il y a souvent des rancœurs et des reproches qui ne sont jamais très loin. Et puis la personne qui revient a changé, elle a donc de nouveaux mécanismes, elle pense différemment. Souvent, cette période d'arrêt est vécue par les collègues comme une période de vacances. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est inconscient, ce n'est pas méchant, mais c'est souvent pourquoi. Elle dit pourquoi elle et pas moi, pourquoi elle a pu se reposer et pas moi. Vous voyez, c'est quand il n'y a pas eu d'atelier prévention, quand il n'y a pas eu d'information qui a été donnée, généralement le retour est très mal vécu. Donc, il est primordial que l'employeur ait bien préparé les collègues avant de réintégrer, avant que la personne réintègre l'équipe avec des ateliers prévention en pré et post-burnout. Donc, il est vraiment important aussi en tant que DRH, manager ou dirigeant, que vous gardiez le lien avec la personne. L'autre jour, et c'est ce que j'entends de plus en plus, on a de plus en plus de DRH, de managers et de dirigeants qui font un peu, on le verra tout à l'heure, mais qui font un peu l'autruche. C'est-à-dire que la personne, elle est en train de vivre un truc qui est difficile pour elle, mais je ne l'écoute pas parce que moi aussi, j'ai du mal à gérer les choses. Donc, moi, je gère, je fais comme je peux. Et là, entendre que celle-là va pas bien, celle-là va pas bien, celle-là va pas bien. Et je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment une hécatombe dans les entreprises. Avec le télétravail, regardez vraiment le webinaire sur le télétravail et le burn-out que j'ai mis sur YouTube. Regardez vraiment parce que je vous ai donné des clés à l'intérieur. Mais franchement, dans les entreprises, avec la situation du Covid, avec tout ce qu'on a vécu, et ce n'est que le début, c'est-à-dire que les gens sont en train de vivre un burn-out les uns après les autres. Ce n'est pas pour vous alarmer ou vous faire peur, mais il est essentiel aujourd'hui, alors là je suis un peu dure avec les DRH, mais il est essentiel que les DRH se réveillent. Je sais que vous faites des choses, je sais que vous mettez des choses en place. Moi, toutes les entreprises avec lesquelles je travaille me disent on fait le maximum. Oui, ok, je sais que vous faites le maximum, mais il est essentiel de faire attention à vos salariés. Vos salariés, c'est la base de votre entreprise. S'il n'y a plus de salariés demain, vous faites comment? Avant que l'intelligence artificielle nous mette des robots, on en a encore pour 3-4 ans, même si on peut remplacer certaines personnes avec l'informatique et avec des robots dans certaines entreprises, ok, mais ce n'est pas demain que vous allez avoir que des robots à la place des humains qui travaillent aujourd'hui dans votre entreprise. Déjà, c'est essentiel, même en tant que DRH, que vous fassiez attention à vous, mais faites aussi attention à vos salariés. Donc, quand vous allez avoir la personne qui va partir en burn-out, c'est essentiel de garder le contact avec elle parce que la plupart du temps, on me dit non, mais attends, je suis partie en burn-out et personne ne m'a contacté, plus personne ne s'est occupé de moi. Moi, quand je suis partie en burn-out, c'est ça, le jour où j'ai fait mon burn-out, j'ai envoyé un SMS à ma directrice hiérarchique, à mon N+1, et je lui ai dit je ne suis pas bien, je ne peux pas venir. Elle m'a dit ok, c'est tout, et j'ai plus du tout de ses nouvelles. C'est-à-dire que j'ai plus du tout de nouvelles. J'étais en arrêt de maladie, elle ne m'a jamais appelé. Les collaborateurs avec lesquels j'étais, ils m'appelaient. Je répondais, mais j'avais du mal aussi à répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt que de téléphoner parce que la personne aussi se sent mal et qu'elle n'a peut-être pas envie de raconter ce qu'elle a vécu et comment elle le vit, parce qu'il y a aussi cette culpabilité dans la phase de burn-out qui est présente. C'est j'ai craqué, je suis faible, parce qu'encore dans l'entreprise, c'est encore perçu comme ça, comme quoi les personnes qui vivent un burn-out sont des personnes faibles. Il est essentiel que vous gardiez le contact, mais plutôt préférez l'écrit aux appels. C'est-à-dire qu'envoyer un petit mail de temps en temps et la personne, quand elle se sentira bien, quand elle se sentira en toute possession de ses moyens pour vous répondre, elle vous réécrira et justement, voilà, mais gardez le contact, mais ne vous sentez pas offusqué si la personne ne vous répond pas tout de suite. Favoriser l'accès à l'information sur les différents dispositifs, ça c'est au sein de votre entreprise aussi existants, nécessaires pour le retour de votre collaborateur. Proposition de rendez-vous avec les acteurs des ressources humaines, du service social, de la médecine du travail, envoi de documentation, voilà. Une fois que vous avez repris contact avec la personne, peut-être que la personne a besoin de formation aussi, donc revoir avec elle quelle formation elle a besoin. Et voilà, l'objectif, ce n'est pas de perdre votre salarié, l'objectif, c'est vraiment de le réintégrer dans son poste et dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez également, comme on disait, organiser des conférences de sensibilisation afin d'informer tous vos collaborateurs des effets de la maladie et de proposer des exemples d'organisation de travail et surtout des actions à mettre en place pour le retour du salarié qui a été malade. Parce que alors, même si la personne qui a vécu un burn-out à la fin ne se sent plus comme une personne qui a été malade, dans l'environnement, on considère que cette personne était en arrêt de maladie, donc elle a subi une maladie, donc elle a été malade, donc elle a été faible entre guillemets, alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que quand elle revient, elle est beaucoup plus forte.
Enfin, pour vous assurer un retour chaleureux de votre collaborateur qui a vécu un burn-out, envisagez de les recevoir vous-même dès leur arrivée. C'est-à-dire, n'envoyez pas quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes des RH managers, employeurs ou N+1 ou N+2. Quand votre collaborateur revient, vous êtes là. C'est comme quand vous faites un onboarding avec un nouveau recruté, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous devez être présent. Si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien. Vous allez avoir un retour qui va être bâclé et pas du tout au top. Organiser aussi à son retour une réunion, bon ça je vais passer là-dessus, hein, vous lirez les slides. Au niveau de la personne qui revient, si aucun coaching n'a été mis en place pendant l'arrêt, l'entreprise peut proposer effectivement un accompagnement spécialisé dans le retour au travail après un burn-out. À toutes les étapes de la reprise, le suivi et le soutien de personnes ressources est important. C'est-à-dire que mettez un collaborateur en personne ressource. Cela va créer aussi de la cohésion dans les équipes. Et il est essentiel de revoir le travail différemment. Le burn-out d'une personne doit servir à tout le monde, y compris l'entreprise. Quels avantages pour l'entreprise quand une personne fait un burn-out? Quand une personne fait un burn-out, l'employeur peut voir la situation de deux manières différentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, l'autruche a dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, soit la personne voit ça de façon négative, le N+1, le DRH, le manager, c'est-à-dire que la personne va faire l'autruche comme si de rien n'était, ne pas écouter ce que son employé lui remonte au sujet d'un collaborateur ou de son manager. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. J'ai une personne qu'on m'a demandé d'accompagner et qui a fait un burn-out. Donc, c'était retour à l'emploi, retour à son poste. Et effectivement, la personne avait fait remonter à son DRH que son N+1, son manager, ne savait pas manager et qu'il y avait beaucoup de pression, qu'il y avait beaucoup On manageait encore à l'ancienne, c'est-à-dire avec la carotte, fais et je te donne. Et aussi un management un peu autoritaire, un peu, voilà, pas du tout un management ouvert avec une communication qui était fermée, voilà. Et donc, la DRH me dit, OK, est-ce que vous pouvez bien accompagner cette personne en retour à l'emploi? OK, c'est ce qu'on fait. Et j'ai expliqué à la DRH qu'il était essentiel de faire attention et de faire quelque chose par rapport à ce manager qui justement était. Alors on peut mettre ça comme du harcèlement moral, mais c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que quand la DRH a ouvert son esprit et a dit OK, on va regarder ce qui se passe du côté du manager et que j'ai reçu le manager en accompagnement, le manager m'a dit je ne sais pas faire. Moi je suis technique, ça fait des années que je suis technique, je suis ingénieur en informatique, mais je travaille dans la technique. Et là on m'a mis manager d'une équipe avec le Covid, j'ai dû gérer tout le télétravail à distance, mais moi, je ne sais pas faire, donc je ne sais pas faire du tout. Donc, je fais comme je suis managée. Donc, je suis managée avec quelqu'un qui est autoritaire, je fais exactement la même chose. Donc, on ne peut pas me demander de faire différemment, je ne sais pas faire. Et là, on me demande de gérer l'humain, de gérer les émotions des uns, de gérer les émotions des autres, de gérer le planning. Ce n'est pas mon boulot à la base. Alors, OK, j'ai eu une promotion dans mon entreprise, c'est génial que la DRH ou que mon employeur m'ait donné ces nouvelles fonctions, mais je ne sais pas faire, je n'ai jamais été formée pour ça. Donc, quand on a justement fait remonter ça et que ce n'était pas du harcèlement moral de la part de la personne, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement moral dans les entreprises, hein, mais ça veut simplement dire que le manager ne savait pas faire. J'ai accompagné la personne justement en savoir-être et en leadership. Et là, on a remis en place de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes. Et aujourd'hui, le manager est pleinement dans son poste. Il a du leadership, il est content, il manage ses équipes, il retrouve le sourire, l'enthousiasme. Et aujourd'hui, le télétravail à distance, c'est beaucoup plus facile pour lui à gérer parce qu'il a de bonnes bases. Donc, vous voyez, c'est important. Soit vous allez faire l'autruche, vous allez mettre la tête dans le sol en disant non, non, mais tout se passe bien. Mes salariés, c'est n'importe quoi, le harcèlement moral, il n'y en a pas, tout va bien, l'organisation, elle est top. Et vous allez avoir l'effet domino, comme on a dit tout à l'heure, vous allez avoir les gens qui vont tomber les uns après les autres. Donc, soit vous allez dire effectivement, l'employé n'est pas à sa place et vous allez proposer directement une rupture conventionnelle et même proposer aux salariés de démissionner. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir en accompagnement individuel, hein, des particuliers, qui ont vécu un burn-out et qui me disent, mais là, ils sont en train de me faire une pression pour me dire de démissionner. Mais c'est parce que l'entreprise n'a pas compris la valeur du salarié et que quelque part, elle ne comprend pas que ça va lui coûter plus cher de recruter, de faire voilà, et de pousser la personne à la démission, c'est pas top. Pourquoi? Pourquoi si vous poussez la personne à la démission, c'est pas top? Alors, il ne faut pas oublier aujourd'hui, alors je suis aussi formatrice en management intergénérationnel, il ne faut pas oublier aujourd'hui que les nouvelles générations, que l'e-réputation de votre entreprise est très importante. C'est-à-dire que la personne qui va vivre un burn-out, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller sur les forums, elle va au départ, comme elle n'a pas eu l'information, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de vivre, donc elle va pianoter sur son écran, elle va aller chercher l'information, elle va attendez, je suis allée trop vite, elle va aller chercher l'information sur internet, elle va poster sur des forums
Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle vit un burn-out. OK, super, sauf qu'elle va démissionner. Vous allez la pousser à démissionner parce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est la salariée qui n'est pas, à son poste dans votre entreprise. Peut-être, hein, mais peut-être qu'en discutant avec votre salariée, vous pouvez rediscuter avec elle et de voir où vous pouvez la placer différemment, quels sont les nouveaux apprentissages qu'elle a envie de mettre en place, quels sont les nouveaux postes c'est quoi ces nouveaux challenges? Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre pour la prochaine année, dans votre entreprise et quelles sont ses capacités, ses ressources? Faire un check-up complet et dire voilà, ok, moi je vous verrai plus dans ça, je vous propose telle activité à partir de l'année prochaine. Ou sinon, bah, effectivement, pousser la personne à la démission, qu'est-ce qui va se passer? Sur les forums, ça va se savoir et votre e-réputation aujourd'hui est importante. C'est-à-dire qu'une nouvelle génération, quand vous allez mettre un recrutement en place pour remplacer cette personne-là, vous allez dire quoi? Ah, la personne est partie parce qu'elle a démissionné, parce qu'elle a trouvé un autre poste ailleurs. Ok, vous allez peut-être dire ça. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Dans les bureaux, on parle. Ah, ben tu sais, Micheline, elle est partie parce que elle a fait un burn-out. Ah, elle a fait un burn-out, tiens, on ne me l'a pas dit. Il ne faut pas oublier que les nouvelles générations aujourd'hui, et la plupart du temps, pourquoi je vous parlais de onboarding tout à l'heure, c'est hyper important l'onboarding quand vous recrutez de nouvelles personnes. Parce que justement, c'est ça, c'est comment vous allez accueillir les nouvelles personnes. Et l'ambiance aujourd'hui dans l'entreprise est un des facteurs des démissions dans les 3 premiers mois des nouvelles recrues et surtout des nouvelles générations. Donc, si vous ne vous dites pas que la personne a fait un burn-out, la personne va le savoir, la personne va se poser des questions et effectivement, elle va démissionner, elle ne va même pas faire sa période d'essai. Et la plupart du temps, on a des personnes qui démissionnent. Donc, le coût pour l'employeur est d'autant plus important. Donc, il est essentiel, plutôt que de pousser votre salarié à démissionner, et aussi faites attention, comme on disait tout à l'heure, à votre e-réputation, puisque la e-réputation est importante aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux, tout se sait. On a des vidéos sur toutes les entreprises. Enfin, il y a même un site, je ne sais plus le nom, mais il y a même un site qui permet de noter son employeur et on a, je crois que c'est un site américain, et on a comme ça les entreprises avec une notation, bonne entreprise, mauvaise entreprise. Donc faites attention, c'est pour ça aussi de remettre, il est essentiel de travailler avec les personnes qui sont déjà en poste chez vous, de les accompagner, de remettre l'humain au centre. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être dans la prévention, plus vous allez être dans l'accompagnement, plus vous allez être vraiment dans cet état de savoir-être, de leadership en tant que manager, en tant que DRH, en tant que dirigeant, plus vous allez faire la différence avec vos salariés et vous allez voir qu'il va y avoir un mieux vivre dans votre entreprise. La personne ne va pas avoir envie de partir, au contraire, elle va vouloir, ok, elle a vécu cette étape de burn-out, mais elle voit que vous l'accompagnez, elle voit que vous êtes présent, elle va vouloir revenir à son poste, elle ne va pas avoir envie de partir. Ou alors sinon, voilà, effectivement, vous voyez la situation de burn-out de la personne de manière positive, c'est-à-dire que vous allez repenser l'entreprise, effectivement. Vous allez, bon, sa réputation, on a vu, donc on a vu tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, Einstein disait, c'est de la folie de croire qu'on obtient de nouvelles choses en faisant les choses de la même manière à chaque fois, on ne peut rien obtenir de nouveau. Plus vous allez mettre en place, si vous faites rien, si vous laissez les choses comme ça, vous allez avoir une personne qui va faire un burn-out. Moi, quand je suis partie de l'entreprise dans laquelle je travaillais, pour laquelle j'ai fait mon burn-out, la personne qui est venue après moi, elle a fait un burn-out. La personne qui est venue après celle-là, elle a fait aussi un burn-out. Voilà, mais bon, la N+1 qui était là, voilà, elle ne savait pas manager. Effectivement, il a fallu du temps avant que, voilà, bon après ça, ce qui lui est arrivé, peu importe, on s'en fout, mais c'est vraiment important de comprendre que si vous ne changez rien, la personne qui viendra après vivra aussi un burn-out. Donc aujourd'hui, êtes-vous prêt au changement? C'est maintenant. Donc aujourd'hui, voilà. Donc je vous ai dit que je faisais partie, enfin que j'avais créé la plateforme burnoutfrance.com. Je vais vous dire en quelques mots qui on est et après je vous laisse partir. Je vais voir vos questions. Je vais répondre 13h31. Désolée vraiment pour le surdépassement, mais c'est vrai que je préfère vous donner le maximum d'informations. Donc, soit on travaille en prévention avec des ateliers conférences sur le burn-out, soit en soutien sous forme de coaching individuel avec la méthode Respire. Donc ça, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Allez voir sur notre chaîne YouTube, vous aurez plein de renseignements. Soit effectivement, on travaille sur l'environnement professionnel, travailler avec vos managers, vos dirigeants, avec la formation Savoir-être et Leadership du Centre de formation du savoir-être et du leadership de Marseille. Au niveau de la prévention, on va avoir des séances d'information sur le burn-out sous forme d'exposés ou d'ateliers destinés aux managers DRH et RH, permettant notamment de dépister les signes avant-coureurs, d'informer sur les risques psychosociaux du stress chronique. Donc à chaque intervention, effectivement, de par mon expérience dans l'entreprise, de toutes les formations que je donne aussi, j'ai aujourd'hui une capacité de m'adapter à tous les secteurs d'activité, puisque justement, comme je vous disais, de par mon nombre d'emplois que j'ai eu dans les différentes sociétés aujourd'hui, je m'adapte vraiment à votre objectif et on travaille d'abord en amont avec vous, les DRH, de comment mettre en place de meilleurs ateliers à prévention.
Également, donc, le bénéfice de ces ateliers, c'est que vous allez instaurer un dialogue entre vous et vos salariés. C'est-à-dire que les services RH vont remettre l'humain au centre. Il va y avoir une reconnaissance dans ce que la personne vit. Mettre aussi un accompagnement en place dès la phase 1, avant d'en arriver à l'arrêt du travail. Ça permet aussi d'informer la personne dans ce qu'elle vit et de lui permettre de prendre conscience aussi de la phase dans laquelle elle est. Ça permet aussi aux collaborateurs de se rendre compte où en est leur collègue. C'est-à-dire que je peux, après les ateliers prévention, dire « Ah ben tiens, Micheline, elle est en phase 1, elle est en phase 2, elle est en phase 3 » et aussi mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir l'aider à dépasser cette étape. Pour permettre aussi aux collaborateurs d'informer la personne quand elle est dans la phase de déni aussi, et permettre pendant l'absence du collaborateur de remettre en place une nouvelle organisation, des nouvelles, pardon, excusez-moi, il y a une faute, avec les différents acteurs du secteur d'activité, revoir le travail autrement. Également pour l'accompagnement, comment ça se passe? Alors effectivement, on va permettre à la personne, on va avoir une approche de l'accompagnement qui est post-burnout et qui va vraiment tenir compte du fait de ce qui s'est passé dans la situation de burnout. Et aussi, on va restaurer la confiance en soi de la personne, restaurer l'image de soi, remettre du sens, redonner de l'énergie, de l'enthousiasme, une meilleure gestion du stress et des émotions. Notre accompagnement se fait avec la méthode Respire, donc aussi bien pour un particulier qui est en phase de reconstruction, qui veut mettre en place un changement et vivre un avant et un après burn-out, qui est prêt à travailler sur lui pour faire de cette étape de sa vie un nouveau départ, mais également pour l'entreprise qui souhaite un accompagnement pour ses salariés en pré ou après burn-out avec un retour au travail réussi. L'accompagnement en individuel se fait selon vos besoins. Ça peut prendre 5 à 8 mois. Donc, c'est un coaching en ligne de vos collaborateurs. Alors, même si je suis à Marseille, je travaille partout dans la France. C'est-à-dire que je travaille en visioconférence aussi et en visio pour mes accompagnements en one-to-one. Donc, c'est 11 séances en individuel, 2 webinaires de formation par mois. Voilà. Je n'ai pas envie de vous parler de tout ça. Vous verrez dans toute la documentation qu'on va vous envoyer avec le replay. Ce qu'il y a dans les webinaires, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, dans les webinaires, on a toute la théorie, on a toute la formation. Et dans les one-to-one, on a vraiment la mise en pratique des outils et savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il y a vraiment une évolution pendant tous les mois d'accompagnement. Donc, ce que je vous propose, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, vous allez recevoir avec le replay un lien pour prendre rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, nous allons parler ensemble de vos besoins et on va définir ensemble le type d'intervention le plus pertinent pour votre entreprise et vos collaborateurs. Et si vous êtes un particulier, si vous voulez qu'on travaille ensemble en coaching, à ce moment-là, je vous expliquerai comment on fait et comment ça se passe et ce que vous allez avoir comme bénéfice à la fin de cet accompagnement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en phase 1, phase 2, prenez rendez-vous avec moi. Ça ne vous engage absolument à rien, puisque déjà de parler, je peux aussi, parce que comme je vous ai dit, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a dit je suis en arrêt, j'ai envie de penser à ma reconversion. Et je lui ai dit non, non, pas du tout. Pour l'instant, reposez-vous. Je ne suis pas là à vous vendre du coaching, je suis là vraiment pour vous accompagner, vous donner les bonnes directions et vous proposer d'aller dans la direction qui sera la mieux pour vous. Après, c'est à vous de suivre ou pas ce que je vous propose. Et voilà. Donc, je vous dis merci. Je vais aller direct aux questions, voir ce qui se passe. Bonjour Laurence. Alors, attendez. Oula, j'ai fait une grosse bêtise là. Il faut que je sorte, je crois, du partage d'écran. Voilà, ça y est. Alors oui, effectivement, j'ai dépassé de beaucoup. Excusez-moi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « je dois vous laisser, voilà, je pars, désolée ». Alors, les questions-réponses. Je dois partir vers d'autres engagements. Votre présentation sera-t-elle disponible? Oui, bien sûr. Pour anticiper un éventuel burn-out. Alors, écoutez, il n'y a pas de question, tant mieux. Ça veut dire que j'ai été très claire. Donc, on vous renvoie le replay de ce webinaire. Vous pourrez le retrouver d'ici quelques jours aussi sur la page YouTube. Vous avez tous nos anciens webinaires sur la page YouTube. Vous verrez, allez-y, il y a plein d'informations. Vous l'avez vu aujourd'hui, je transmets énormément et c'est pareil quand je fais les ateliers prévention. C'est vrai que bon, là, j'ai un petit peu dépassé parce que ce sujet me tenait vraiment à cœur et j'ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup pour vos retours. Merci pour aussi tous les retours des webinaires que vous nous faites et merci pour aussi toute votre confiance à tous mes clients qui me demandent de les accompagner et toutes les entreprises qui me demandent de faire des ateliers prévention. Merci infiniment. Eh ben, si c'était super, parfait.
Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très, très belle journée. Retrouvez-nous sur notre page LinkedIn, sur notre page YouTube. Voilà, partagez ce webinaire quand vous l'aurez si vous en avez envie. Et puis, ben, on se voit très bientôt. Vous prenez rendez-vous et on se retrouve. Allez, passez de bonnes vacances. Je vous dis au revoir et passez une très belle journée. Merci Karen aussi. Allez, merci à tout le monde. Merci. Webinaire très riche, super. Merci pour vos retours. Allez, j'arrête. Bon appétit pour ceux qui mangent comme moi, là, maintenant, à 13h37. Au revoir.